J'ai recommencé tout, vraiment tout, à zéro, à 50 ans passés. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et donc j'ai écrit un livre, à l'époque, en 2013, qui s'appelle « Craquer ou pas, l'incroyable histoire vraie qui améliore la vôtre ». Craquer ou pas au sens, pas je vais faire un burn-out, au sens définitif. Partout on m'a dit qu'on ne s'en sortirait pas. Partout on m'a dit qu'on ne pourrait pas sauver l'entreprise et se sortir de la deuxième affaire. Ben on l'a fait. J'ai beaucoup appris de la vie. J'avais tout au départ jusqu'à 27 ans, mais absolument tout, vraiment. Tout. Et on a envie que ça se termine bien. Alors parfois on croise les doigts, je croise les doigts. Ouais. Pour passer un optimisme. Ça va ce matin? Bien, comme tous les matins. Bon, parfait. L'optimisme. Opérationnel. Opérationnel. Pas n'importe lequel. Voilà. C'est quoi la distinction entre les deux pour toi? On rentre un peu dans le vif du sujet, mais ça me permet d'avoir un petit peu ton regard sur ça. Être positif, mais intelligemment positif. Ouais. Savoir dépasser l'optimisme d'intention. Tu sais, on a envie que ça se termine bien. Alors parfois on croise les doigts, je croise les doigts. Ouais. Pour passer un optimisme fondé sur les faits et sur les résultats. Un optimisme ancré au plus profond de toi-même qui te permet finalement de surmonter un peu tous les événements de la vie. Ça ne veut pas dire gagner tout, parce que ça c'est juste impossible, mais ça veut dire sortir par le haut de tout. Et c'est ce qui m'est arrivé justement. Donc voilà. C'est parfait, merci pour cette transition. Bon, tu peux aller déjeuner. Je vais te laisser faire l'interview tout seul. Voilà, c'est ça. Excellent. Ce que je te propose pour démarrer cette interview, c'est justement que tu nous dises un petit peu ton parcours, que tu nous expliques un petit peu ce que tu as fait dans différentes expériences professionnelles, parce que j'ai vu que tu avais un parcours très très riche. Donc je te donne la main, la parole, pour pouvoir justement nous expliquer tout ça. Écoute, je suis conférencier en optimisme opérationnel depuis maintenant 7 ans. Et ceci à la suite d'un parcours personnel qui a été assez tonique. Et je mets des guillemets à tonique. Au départ, j'ai des études de management, j'ai fait 6 ans. France, États-Unis, Japon. Donc le CV qui se présente un peu. Et j'ai été en poste dans une toute petite société américaine. Ariel, Pampers, Lénore, etc. Si ces produits te parlent. Et bon, vraiment, tout se passait bien pour moi. J'aurais pu monter peut-être assez rapidement dans les étages de cette société. Et puis un soir, toc, 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 on frappe à ma porte. Et c'est l'adversité qui se présente. Et qui me dit qu'elle se régale parce que je vais devoir abandonner Procter & Gamble, tout simplement parce que mes parents, qui sont des entrepreneurs dans le monde de la brasserie, ont travaillé comme des mules pour mettre sur pied, en quelque sorte, une belle entreprise, une très belle entreprise même de restauration, une grosse brasserie parisienne, mais voilà, l'usure du temps, le temps qui passe, la fatigue fait qu'ils sont fatigués, épuisés, et même au bout du rouleau. Et alors l'adversité se régale parce qu'elle me dit, que vas-tu choisir, mon garçon? Continuer dans cette société américaine, avec les belles perspectives qu'elle t'offre, ou alors interrompre ta carrière là, et puis aller aider tes parents. T'as quel âge à ce moment-là? Là, j'ai 27 ans. 27 ans, ok. Pas aujourd'hui, Oh oui. À l'époque. Et du coup, je m'installe effectivement dans l'entreprise familiale et effectivement, tous les experts disent qu'elle ne passera pas 6 mois de plus. Alors, je raconte tout ça dans les conférences, etc. Et c'est en sachant penser autrement et en commettant toutes les erreurs de management de la Terre, puisque j'arrive devant des équipes, c'est pas facile d'être improvisé chef d'entreprise comme ça. Donc ça veut dire que tu acceptes en fait, hein. Oui, j'accepte, bien sûr, j'accepte parce que mes parents m'ont tout donné, je n'imagine même pas leur dire écoutez maintenant merci pour tout et je vais continuer ma carrière. Non, c'est juste pas possible. Okay. Et donc voilà, donc je m'installe dans l'entreprise, je m'aperçois que soit on change tout, soit on meurt, mais même en changeant tout, il y a très peu de chances que l'on survive en vérité. Et c'est donc en sachant finalement d'abord faire des erreurs, puis penser autrement tous les secteurs de l'entreprise, penser autrement le business, les ressources à notre disposition, le changement, l'adversité, les gens en tant que tels, que petit à petit, on va faire en sorte que cette entreprise, qui donc ne devait pas passer 6 mois de plus, on pourra la conduire 20 ans, finalement. Les équipes vont sauver l'entreprise. Ça, c'est le premier volet de mon histoire. Okay. C'était un petit peu chaud. Je pense qu'il y a plein de choses à nous raconter sur ça. On y reviendra après, j'imagine. Et puis le deuxième volet de l'histoire, c'est un volet qui, à côté duquel le premier est juste de la rigolade, puisque au bout de 5 ans, finalement, dans cette entreprise qui a été sauvée contre toute attente, au bout de 5 ans, mes parents vont faire un choix malheureux pour aider un de leurs enfants malades. Bref, ils vont faire un choix malheureux et ils vont succomber à l'offre d'un ami de 30 ans. Je n'en dis pas plus parce que j'ai envie d'en faire un podcast
de cette histoire-là. Ok. Et ça va s'avérer être un véritable carnage. Et c'est moi qui vais encore endosser ça. Si bien que j'avais les 2 affaires à gérer, une à Paris pour sauver l'entreprise et l'autre qui m'a tenu près de 30 ans. Waouh. 30 ans. Un truc de fou furieux que je ne souhaite pas à mon pire ennemi, mais qui m'a un tout petit peu tanné le cuir et qui m'a permis de progresser en tant que chef d'entreprise, mais surtout aussi, en tout cas, en tant qu'homme, tellement j'ai appris de choses. Quand une affaire à tiroir, avec des ascenseurs émotionnels invraisemblables, avec des grandes décisions, des grandes défaites et des super succès, vient te titiller, ça marque son homme. Et à la fin de tout cela, je me suis dit, j'ai recommencé à vraiment tout, à zéro, à 50 ans passés. Ok. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et donc j'ai écrit un livre, à l'époque, en 2013, qui s'appelle « Craquer ou pas, l'incroyable histoire vraie qui améliore la vôtre ». Craquer ou pas au sens, pas je vais faire un burn-out, c'est craquer ou pas au sens définitif. Ok. Tellement c'était dur de gérer les 2 affaires. Et partout on m'a dit qu'on ne s'en sortirait pas. Partout on m'a dit qu'on ne pourrait pas sauver l'entreprise et se sortir de la deuxième affaire. On l'a fait. Avec bien évidemment de multiples péripéties. Ouais. J'ai beaucoup appris de la vie. Ouais. J'avais tout au départ jusqu'à 27 ans. Mais absolument tout. Vraiment tout. Et je loue mes parents qui étaient des gens extrêmement travailleurs et qui m'ont tout donné, tout mis à disposition. Quand j'ai fait Dauphine à Paris au bout de 4 ans, quand ils m'ont dit, un jour je vois un programme international de management à l'étranger, comme je t'ai dit, États-Unis, Japon, tout ça, j'arrive en leur disant, ce serait bien de compléter mon cursus là-dessus, mais ça coûtait un bras, et même les 2 à l'époque. Ouais. Mon père a regardé, il m'a dit, ce ne sont pas des vacances, vas-y. Boum. Wow. Et il m'a envoyé comme ça, et j'en suis ému à chaque fois que j'en parle de ça. Alors au retour de cela, quand j'étais chez Procter & Gamble et qu'eux étaient au bout du rouleau dans leur entreprise, tu imagines bien que je ne pouvais pas leur dire au revoir et merci. Bien sûr, parce qu'en plus ça a coïncidé avec ton retour. Voilà, c'est ça. Donc j'ai fait 1 an et demi à l'étranger. Et puis je suis retourné en France, et puis là j'ai été recruté par Procter. Et bon, j'ai commencé quelques mois ma carrière dans la force de vente de Procter. J'ai adoré ce moment, et puis j'avais envie de progresser. Et puis là je me suis rendu compte un jour que l'entreprise familiale était vraiment au bout du rouleau. Et c'est vraiment un crève-cœur, mais en même temps de voir ses parents qui ont travaillé comme des mules, parce que c'est un métier difficile. C'est un métier absolument, c'est très très difficile. Voir qu'ils ont travaillé comme des mules et qu'ils ont cumuler un patrimoine quand même, parce que ça valait beaucoup d'argent à l'époque, et puis tout ce travail finalement disparaît et s'évapore, etc. Pour un fils, c'est juste pas possible. Ouais. Ne serait-ce que par respect pour mes parents, le respect des parents, de ce qu'ils t'ont appris, des valeurs qu'ils t'ont enseignées. On n'a jamais gaspillé chez nous, on avait des moyens importants, mais mes parents n'ont jamais gaspillé, ils sont pas du tout dans le bling-bling, mais le jour où il fallait partir aux États-Unis, au Japon et tout ça, mon père m'a dit, vas-y. C'est pas des vacances. C'est pas des vacances. Voilà. Bon, je vais faire court parce que sinon... Donc voilà. En gros, c'est l'histoire. Et donc, en 2013, quand même, pour finir ça, j'écris ce livre, Craquer ou pas, parce que je repars à zéro, dans l'inconnu total, sans savoir quoi faire. Et je crée une application, je fais des choses comme ça. Et surtout, un beau jour, un copain me dit, mais avec une histoire pareille, pourquoi tu fais pas des conférences? J'ai dit, quoi, des conférences? Comme je suis pas totalement handicapé à l'oral, j'arrive à passer des messages, et j'ai passé surtout des messages à des gens, notamment dans le monde judiciaire. Il y avait des décisions de justice qui étaient très importantes pour nous, donc j'ai dû passer des messages à des gens qui allaient décider de notre vie, parce qu'on a failli être ruinés plein de fois. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Et là, j'ai commencé à travailler comme une mule. C'est un truc maison, ça. Chez nous, on travaille comme des mules. Et puis, j'ai commencé par faire une conférence, puis 2, puis 10, puis 20, puis 50, puis 100, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, je me déplace dans la francophonie avec une histoire, mais non pas pour raconter mon histoire. Je suis pas du tout dans le moi. Regardez-moi, c'est formidable. Non, je suis dans ce que j'ai connu. C'est quelque chose de sérieux, de un peu punchy. Bien sûr. Et donc, je transmets. Et au milieu, je me rappellerai toute ma vie, au milieu de ces 2 affaires, je me suis dit, si un jour tu t'en sors, ton truc sera de transmettre. Je ne savais pas du tout que ce serait les conférences, je n'avais absolument aucune idée. Mais quand mon copain m'a dit, et pourquoi tu ne fais pas des conférences? Je me suis renseigné, et puis je rencontrais des gens dans le monde de la conférence, et ils m'ont dit, mais vas-y. Et depuis lors, je viens d'une conférence, là, j'ai pris un pied un peu incroyable, peut-être les gens aussi, parce qu'ils voient que ce n'est pas inventé.
Bien sûr. Ils voient qu'on peut C'est pas inventer, vécu. c'est pas des concepts, tu vois, que je vais chercher Tout à à droite à gauche, c'est juste vécu. Je prétends pas avoir la vérité révélée, hein, tu sais, la vérité n'est pas de ce monde, hein, loin s'en faut. Ouais. Mais enfin, je prétends quand même être dans l'opérationnel, c'est-à-dire l'optimisme, non pas je croise les doigts, ça va marcher, on y croit, avec les citations qui vont bien, c'est sympathique. Mais face à l'adversité réelle, Oui, ça n'aide pas. Enfin, ça n'aide pas beaucoup. En tout cas, moi, ça m'aide pas. bien sûr. Et donc, dans l'entreprise et dans l'autre affaire, on a mis en place un certain nombre d'outils qu'on a créés de toutes pièces pour faire en sorte qu'on arrive au résultat escompté, c'est-à-dire que on s'en est sorti. Voilà. Waouh. Fermez le banc. Merci en tout cas pour la richesse de ce partage. Et peut-être ce qui peut être intéressant, c'est de revenir quand tu as 27 ans. Avant-hier. Voilà, exactement. N'ayons pas peur des mots. Et que tu nous dises, si tu as envie de nous partager peut-être le processus par lequel tu es passé avant de prendre la décision d'y aller. Parce que ça peut être très intéressant effectivement à comprendre, parce que je pense que tu es quand même partagé peut-être au départ, Bien sûr. un petit peu, Bien sûr. parce que tu nous disais, tu avais envie de monter en gamme Bien sûr. là où tu étais, Bien sûr. et d'un autre côté tu avais la famille. Tu peux nous raconter un peu ce passage, et notamment ce qui a fait la différence pour toi, Les valeurs. les valeurs. Là, sans hésitation, l'explication me vient immédiatement, c'est les valeurs. Comment peux-tu, alors que tes parents t'ont tout donné, alors qu'ils t'ont donné l'exemplarité, ils ont travaillé comme des mules, mais avec des valeurs solides. Comment peux-tu hésiter très longtemps entre devenir entrepreneur, parce que quelque part j'ai une fibre entrepreneuriale qui ne m'a jamais quitté en quelque sorte, et même si j'avais peut-être un parcours intéressant chez Procter, d'abord je n'étais pas le seul, mais peut-être je me suis dit de toute façon il n'y a pas à hésiter longtemps, parce que tu as l'occasion de sauver tes parents, qui étaient vraiment fatigués, vraiment fatigués, sauver le patrimoine peut-être. Et quand je dis sauver, c'est de tenter de sauver, hein, parce que franchement, c'était presque impossible, puisque Les tout le monde pronostics nous étaient disait, contre vous. ouais, tous, avocats, fiscalistes, les clients, les fournisseurs causaient même plus, livrés de peur de n'être payés à la fin à la fin du mois. Donc, non, je pense que les valeurs, l'éducation de mes parents m'ont mis sur ce chemin-là. Alors, ça m'a coûté 30 ans de vie extrêmement dense, un travail ininterrompu quasiment, un stress phénoménal, mais des moments de plénitude et d'accomplissement quand, par exemple, on a réussi à sauver l'entreprise et que plus tard on l'a vendue. Je me suis dit, d'abord on fait jamais rien tout seul dans la vie. Je suis le chef d'orchestre, mais sans les acteurs, c'est presque une banalité de le dire, mais c'est tellement vrai. Je l'ai vu de tellement près, des gens sur qui tu comptes et qui te laissent tomber, et des gens sur qui tu comptais pas du tout, qui sont là pour sauver la boutique. Ouais. Bon, donc j'ai vu à ce moment-là combien c'était gratifiant de se donner, de s'engager. Et aujourd'hui, à un moment où l'engagement, on dit que les salariés sont très peu engagés. Heureusement, lors des conférences, moi je vois beaucoup de salariés qui quand même sont bien encadrés, il y a quand même des managers qui tiennent la route. Mais globalement, c'est vrai qu'on est peu engagé. Pourquoi ? Parce qu'il manque un objectif qui soit un objectif enthousiasmant. Et j'en parle en conférence d'ailleurs, parce qu'il y a bien sûr des objectifs classiques, avec des chiffres, avec des dates, etc. Le fameux objectif SMART. Mais ce qui est bien plus intéressant, c'est de fixer un objectif enthousiasmant pour faire que les gens se lèvent le matin, que les équipes aient envie de bondir du lit, de sortir de la couette, au lieu, alors qu'il serait si sympathique de rester sous la couette et rigoler avec son ou sa chérie, tu vois. Ce serait si sympathique. Voilà. Donc on a mis tout ça en place, et rétrospectivement, je me dis, cet optimisme opérationnel-là, il nous a sauvés. Et c'est celui-là que je diffuse aujourd'hui. Bien sûr. C'est celui-là que je diffuse. Et ce qui est bien, et ce que j'aime dans tout ça, c'est pas tant de parler devant des gens, même si ça ne me déplaît pas, je te cache pas, j'adore ça en fait. Mais c'est de se dire, d'abord ils me regardent comme ça, ils écoutent, ils se marrent, ils rient parce qu'il faut que ce soit drôle, mais après, ils viennent me voir en disant, ça c'est pour moi ça, je me suis reconnu. Et chacun se reconnaît dans quelque chose de différent. Et c'est ça qui est génial. Et me revient à ce moment-là en mémoire la promesse que je m'étais faite, si un jour tu te sors de ces deux affaires, tu transmettras. Je savais pas comment, mais c'est grâce à un copain qui m'a dit fais des conférences et c'est ce que je fais. Voilà. Magnifique, cette énergie que tu déploies finalement pour tenir cette promesse que tu t'es faite. Oui. En réalité. Et la manière dont tu racontes, je le sens déjà maintenant, là tout de suite, je sens que sur tes conférences, effectivement, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Il y a pire. Comme il y a mieux, hein, comme forcément. d'habitude, hein, toujours. Et ce qui est intéressant, c'est que
Et à mon avis, ce qui peut être intéressant, même pour ceux qui nous écoutent, c'est que tu nous parles peut-être un petit peu plus de cet optimisme qui te caractérise et de comment tu l'as développé, puisque je pense que c'est peut-être pas quelque chose dont tu avais conscience au départ. Non. Mais je pense que tu l'as conscientisé au fur et à mesure de l'expérience et de l'adversité, comme tu le dis. Tu as très bien vu. Et ça peut être intéressant que tu nous exprimes cette partie-là. Je crois qu'on est parti du principe que, alors d'abord, tout le monde nous disait, bon, je reste sur le dossier 1, le 2, dossier, on parle que de celui-là. On parle que de celui-là, Ouais, l'autre, on est il a d'accord. 30 ans, ça fait peut-être un peu long. Sur le dossier 1, si l'on avait fait ce que tout le monde préconisait, d'abord, on n'aurait pas insisté, l'affaire était pliée. Deuxièmement, si quand tu arrives dans une entreprise, tu regardes les équipes et tu t'aperçois que la confiance a complètement disparu, que les uns et les autres se tirent dans les pattes, que certains quittent à songer le navire ou le quittent carrément, que le design n'est plus à l'ordre du jour, que les prix sont hors de propos par rapport à la qualité du produit. Tu te dis que, bref, je pourrais détailler la liste, tu te dis qu'il faut changer quelque chose. Mais si tu changes de manière traditionnelle, bah, tout le monde te dira c'est pas possible. Donc on a tout axé sur le penser autrement. Alors ça m'est pas venu un beau matin en me levant de mon lit, on va penser autrement. Non, ça m'est venu en faisant des erreurs et en me disant que là, décidément, je faisais pas mieux qu'avant, donc ça marchait pas et qu'on n'allait pas s'en sortir. Ou alors on tente autre chose. Et on tente de penser ce problème de cohésion d'une autre manière. On tente de penser ce problème de qualité produit d'une autre manière. On tente de penser la motivation individuelle et collective d'une autre manière. Et c'est ainsi qu'on va inventer un certain nombre d'outils dont je parle en conférence. Donc c'est pour ça que je détaille, donc je ne peux pas détailler ici, mais c'est l'idée. Je comprends. Quand on dit par exemple que chez nous, on parlait de problèmes en permanence. Et comme des problèmes, il en arrivait tous les jours, qu'on était ouvert 7 jours sur 7, donc par définition, on en avait tous les jours. Mais un jour, je dis aux équipes, comment voulez-vous que je fasse? Il faut déjà traiter avec les fournisseurs, avec les banquiers, avec le côté juridique pour tenter de sauver l'entreprise, avec l'organisation, avec le management. Bon, si en plus, à chaque fois qu'il y a un problème, vous venez me rapporter votre problème, que personne ne règle rien et qu'il monte jusqu'à moi, non pas que je sois le bon Dieu, mais parce que c'était comme ça que ça fonctionnait, comment voulez-vous que nous nous en sortions? Alors, on a décidé de penser autrement. Et on s'est dit, on va penser solution. Et un jour, je leur dis, mais écoutez, on va arrêter de penser problème, on analyse le problème, une fois que c'est fait, on tourne la page et on parle solution. C'était déjà une révolution chez nous. J'imagine. Incroyable. De là où vous partiez. Pourtant, on n'a pas inventé l'eau chaude en disant ça. Et un jour, ça me revient là, parce que tu me mets dessus là, et il y a un collaborateur lors d'une réunion qui me dit, oui, mais nous on est d'accord pour raisonner solution. On sent bien que c'est ce qu'il faut faire, évidemment. Mais on ne sait pas faire. Ah, ok. Comment on fait? Et là, il m'a interpellé. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai, comment on fait? Et c'est à ce moment-là, j'ai un tout petit peu réfléchi, et je me suis dit, il faut qu'on mette au point une méthode pour raisonner solution. Que tout le monde s'approprie cette méthode. Que tout le monde puisse dire, ça, c'est la mienne. Et en réfléchissant un tout petit peu, finalement, il y a une méthode qui est sortie, et je l'ai appelée, pour raisonner solution, on va parler cul. Et un jour, en réunion, je leur dis, pour raisonner solution, on va parler cul. Alors tout le monde me regarde comme ça en disant, les sourires jusque-là, évidemment, ça intéresse tout le monde. Et il se dit, non mais franchement, Jean-Luc, il est un peu fatigué, il faudrait qu'il s'arrête un peu là, si c'est pas possible. Mais en réalité, non. Parce que cette méthode est une méthode fondée sur 3 questions, chaque question commençant par un cul. Et chaque collaborateur de l'entreprise s'est peu à peu approprié cette méthode, si bien que dans les couloirs, quand je croisais quelqu'un, je dis, alors où est-ce qu'on en est du dossier machin ou de ce problème-là? Vous inquiétez pas, on parle cul. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il raisonnait solution. Et qu'on avait switché, qu'on était passé, dit, oh là là, pourquoi ça nous arrive? C'est pas normal, on s'en sortira jamais, c'est pas possible, c'est cuit. Enfin, le truc, le pessimisme. Qui avait des raisons d'être, le pessimisme. Expérimenté. Voilà, et il avait vraiment des raisons d'être. Mais on est sorti de cette logique en faisant un premier pas, en décidant de penser solution et en créant un outil pour que chacun effectivement raisonne solution. Et c'est comme ça que ça a pénétré les esprits et les pratiques dans l'entreprise. Et que quand on nous disait, vous inquiétez pas, on parle cul, je me disais, ils sont sur la solution du problème. Ça, c'est une des méthodes, mais il y en a eu des quantités qui ont fait qu'on est passé d'un optimisme simplement, tu vois, on aurait pu se dire, vous inquiétez pas, on va se motiver, ça va marcher, on y croit.
Et un jour, d'ailleurs, dans une de mes vidéos, puisque tu m'en parlais tout à l'heure, je raconte cette histoire d'un cadre qui était un ami, était un cadre historique. Et encore une fois, devant toutes les équipes, un jour, je lui dis, bon, vous inquiétez pas, la situation est difficile, on va s'en sortir, j'y crois. Et là, le type se lève et il me dit, mais attendez, on comprend pas bien. Les fournisseurs veulent plus livrer, les clients désertent, le banquier tombe dans les pommes à chaque fois qu'il voit les comptes. On a des concurrents hyper design, bref, à la pointe, et vous êtes très optimiste. Eh ben, désolé, nous, on n'y croit pas. Boum, et il se rassoit. Là, c'est violent. Je ne sais pas si tu as déjà connu des moments de solitude, mais celui-là, c'en est un. Il y a combien de personnes dans la salle à ce moment-là? Oh là, il y en a une centaine. Waouh. Donc, je me dis à ce moment-là, d'autant qu'il y avait des invités ce jour-là, il y avait des invités en plus, les fournisseurs et quelques clients, enfin bref. Et je me dis ce jour-là, si un pilier historique de l'entreprise, un fidèle des fidèles, un gars remarquable, m'enfonce publiquement, comme on dit chez Free, c'est cuit. Hein. Ça sent le sapin, hein, vraiment, ça sent le sapin, c'est terminé. Parce que les équipes vont le suivre. Bon. Et en même temps, c'est ce jour-là que je comprends tout l'intérêt de savoir penser autrement. Et je me dis que si je pense comme tout le monde à ce moment-là, je me dis que c'est terminé. Ce gars-là nous dit qu'il y a eu des évidences, les clients s'en vont, etc. Donc c'est cuit, c'est plié. Ou alors si je pense autrement à la situation, je me dis que le seul combat perdu est le combat qu'on n'a pas livré, qu'il y a un enjeu important, les emplois, le patrimoine, et aussi que peut-être on n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire pour faire vivre cette entreprise. Et en pensant les choses autrement, de cette manière-là, je vais revenir avec un discours, non plus ça va marcher, je suis très optimiste, etc., mais avec un discours qui invite chacun à penser autrement tous les secteurs de l'entreprise, toute l'activité de l'entreprise, remettre en cause de A jusqu'à Z, du sol au plafond, tout ce que l'on fait. On conserve ce qui marche, si ça marche, et on change tout ce qui doit être changé là où on a un doute, ou là où ça donne de mauvais résultats. Et peu à peu, c'est en cultivant cette culture du penser autrement que 3 heures après ta question, j'y réponds. C'est comme ça qu'on a fait. C'est comme ça qu'on a fait. C'est en sachant penser autrement que l'on a réussi à installer une nouvelle culture et une culture de la réussite dans l'entreprise. Voilà. Et en la diffusant, de ce que je comprends. En la diffusant et en pratiquant. On teste ça, on pense autrement, on prend le problème, ok, on analyse le problème, on met au point un certain nombre de solutions. La première fonctionne pas, très bien, on teste la deuxième, la troisième, et puis on affine, on perfectionne, et ainsi de suite. Tout cela ne s'est pas fait en un jour. Hein. Je peux pas, tu ne me croirais pas, et ce serait faux d'ailleurs. Tout cela ne s'est pas fait en un jour, mais tout cela s'est fait. Et c'est la raison pour laquelle, en sachant penser autrement, sans avoir l'ambition de révolutionner le monde. Hein. Bien sûr. Et parfois, la créativité, c'est pas d'inventer le truc que personne n'a jamais vu. La créativité, c'est souvent de reprendre quelque chose qui existe, et puis alors tu en fais quelque chose qui convient. Quelque chose qui convient. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait. Donc je dirais, cet optimisme opérationnel-là se base sur le fait qu'on a su penser autrement ce qui ne fonctionnait plus. Et on a su aussi penser autrement en innovant dans certains domaines, notamment le fameux penser solution ou raisonner solution dont on parlait tout à l'heure. Avec le fameux on va parler cul. On va parler cul. Tu vois, tu t'en rappelles. C'est fort parce que intéressé par le sujet peut-être. Je sais pas, je pose la question. C'est surtout que moi, en tant que formateur et enseignant, ce qui m'intéresse et ce qui me passionne, c'est que tu as réussi à trouver un moyen d'accrocher la partie mentale et la partie mémoire. Et le fait de dire on va parler cul, évidemment, ça accroche et ça interpelle. Et c'est exactement comme ça que tu me l'as raconté, c'est que tu m'as mimé en fait la manière dont les salariés avaient réagi à ce moment-là. Voilà, exactement. Ah oui. Et ça montre en fait que ça marche, de trouver quelque chose de disruptif qui permet justement d'accrocher la mémoire. Exactement. Et ne vous inquiétez pas, on parle cul. Ouais. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ils sont sur le dossier. Exactement. Bien joué à toi. Et justement, ça pourrait être intéressant puisque en fait, je me rends compte que en réalité, parler en public, c'est quelque chose que tu as fait pendant de nombreuses années. Oui. En tant que chef d'entreprise, manager. Et là, en l'occurrence, il y avait 100 personnes dans la scène que tu m'exprimais. Oui. Ce qui pourrait être intéressant à nous partager, c'est au moment où ce cadre te partage son ressenti, son pessimisme, mais qui est justifié. Justifié totalement. Voilà. Comment tu réagis ? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Alors, ce que tu te dis, tu me l'as un petit peu partagé, mais peut-être un peu en filigrane au fur et à mesure du temps. Oui. Mais comment tu as réagi ? Parce que ça pourrait être intéressant aussi de savoir comment réagir dans les moments comme ça, parce que c'est pas évident.
premier temps, tu prends un coup là. Ouais. Tu es groggy. Ouais. Si un de tes amis t'enfonce publiquement, Ouais. alors que c'est vraiment pas le moment, C'est clair. tu te dis merci, hein, sympa. Donc déjà, dans un premier temps, je suis groggy. Mais dans un deuxième temps, peut-être parce que je suis fait comme ça, j'accepte pas d'être groggy, je réagis. Je réagis en me disant, mais comment est-ce que je peux tirer profit de ce qu'il vient de faire en public ? Et tirer profit de ce qu'il vient de faire en public, c'est comprendre que ce discours optimiste, sympathique, n'était pas adapté à la situation. Et que les équipes n'étaient pas prêtes à l'entendre. Okay. Et c'est là, et quand je réalise ça, je me dis, mais bon sang, il vient de me rendre un fantastique service. Il faut que je revoie ma façon de parler aux équipes. Okay. Je vais pas leur dire simplement, ne vous inquiétez pas, ça va marcher. C'est bien de dire ça, il faut le dire, bien sûr, il faut le dire. Moi aussi, je le dis. Mais il faut aller plus loin que ça. Et leur dire à ce moment-là, on va être optimiste, alors que vraiment, il y avait rien pour. Il y avait rien pour. Il y avait rien pour. C'était pas crédible. La crédibilité, quand il y a un dirigeant, quelle que soit la nature de l'entreprise ou quel que soit le nombre de personnes auxquelles tu t'adresses, la crédibilité, c'est fondamental. L'exemplarité aussi. Ben, ils ont vu, quelques jours après, quand je suis revenu avec un autre discours fondé sur le penser autrement, ils ont vu que je savais encaisser l'erreur que j'avais commise, de leur présenter un discours gentil. Pourtant que j'avais beaucoup travaillé, mais gentil, pas mobilisateur, pas accrocheur. Et ils ont vu que j'avais fait l'effort de réfléchir à une autre approche. Et cette approche, ils se sont dit, tiens, ça, savoir penser autrement dans notre entreprise, on l'a encore jamais fait. Ni dans notre entreprise, ni ailleurs d'ailleurs, parce que c'est pas très répandu. Et on l'a jamais fait. Peut-être ce gars-là mérite-t-il d'être suivi. Se sont-ils dit. Peut-être il va nous remettre dans le sens de la marche. Je suis pas le bon Dieu, hein, je suis pas Dieu le Père, ni même son Fils, ça se saurait. Hein. Mais peut-être ai-je eu à ce moment-là, peut-être l'intuition et la niaque pour transmettre aux équipes l'envie de jouer leur dernière carte. Parce que franchement, c'était plié, honnêtement. Après, je m'empresse de dire, parce que je le ressens au fond de moi, que je n'ai pas travaillé tout seul. Okay. J'ai juste travaillé 7 jours sur 7. 12 heures par jour, c'est une journée à mi-temps. Wow. Ah bah oui. Oui. Et quand tu n'as plus que 6 mois, même pas 6 mois, et que tu as le banquier au téléphone qui te dit « Monsieur Udry, si dans les mois qui viennent, vous ne mettez pas tel volume sur les comptes, je coupe le robinet », tu n'as pas le temps de partir en vacances. Non, c'est clair. Bon, donc c'est vraiment un travail de fou. L'exemplarité, ça compte. Quand il ne s'agit pas de faire du présentéisme, le présentéisme n'a aucun intérêt. Il s'agit d'être là, mais d'être là de manière efficace. Et quand tu es là à 5h ou 6h du matin et que tu es encore là à 23h, les équipes qui travaillent avec toi se disent, ce gars-là, il mouille un peu le maillot. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va peut-être l'accompagner. Ouais, je comprends. C'est important. Bien sûr. C'est important. C'est même décisif. J'étais pas là pour faire des heures pour montrer aux autres que j'étais là. J'étais là pour tenter de trouver des solutions et embarquer tout le monde dans un projet commun. Tout en faisant de chaque projet individuel, en essayant de faire converger en quelque sorte les projets individuels en un objectif commun qui était de sauver l'entreprise. Et comme on allait sauver l'entreprise, en pensant autrement dans tous les domaines qui nous étaient accessibles, sur lesquels on avait une marge de manœuvre. Voilà. Ok. Pour reprendre ce que tu m'as partagé, notamment au niveau du processus que tu m'as exprimé, en fait, je comprends qu'il y a déjà la question que tu te poses dans un premier temps. Oui. Quand ton cadre te dit ça, il y a la question que tu te poses, c'est comment je peux tirer parti de cette situation. Tout à fait. Et la deuxième, c'est évidemment changer ta perception. Exactement. En réalité. Et c'est ces deux éléments-là qui vont t'aider dans ton prochain discours, parce que de ce que je comprends sur ce discours-là, bon voilà, c'était pas le bon moment en tout cas d'en rebondir. T'as encaissé et puis t'es reparti. Parce que sur le moment, je ne savais pas qu'on allait partir sur du penser autrement. Bien sûr. Parce que il y a un moment où, comme tu l'as très bien le résumé, tu encaisses le coup et puis après tu changes ta perception. Mais il manque le troisième volet. Le troisième volet, c'est proposer quelque chose de neuf. Bien sûr. Bien sûr. Proposer quelque chose d'acceptable, de concret, qui puisse mobiliser les gens, qui puisse leur bouger les tripes, en disant les gars, on est dans la panade, vous le savez, qu'est-ce qu'on fait? On croise les doigts ou on invente quelque chose pour s'en sortir? Ça veut dire, en fait, si j'essaie de comprendre à travers les lignes, c'est que faut aussi accepter de pas avoir la réponse tout de suite, parce que en réalité, sur le discours que tu avais fait, et quand tu reçois ce coup-là, tu donnes pas de réponse tout de suite, tu prends le coup, et après tu reviens sur un autre discours, et là ça marche, de ce que je comprends. Celui qui a la réponse tout de suite est comme celui qui parle tout le temps.
Parler de tout, c'est parler de rien. Et parler tout le temps, c'est au secours. Tu peux très bien ne pas avoir la réponse tout de suite. Okay. Ce qui est important, c'est de dire aux équipes, je n'ai pas la réponse tout de suite. Mardi prochain, vous aurez la réponse. Okay. Ou dimanche prochain, ou le mois prochain. Donner de la perspective, en fait. Bah oui. Là, aujourd'hui, je ne sais pas. Si tu m'interroges sur la physique quantique aujourd'hui, j'aurai quelques difficultés à te répondre. Peut-être que si j'étudie le problème pendant une semaine, j'en saurai un tout petit peu plus. Pas énormément, mais un tout petit peu plus. Et je te dis, Mika, dans une semaine, je te donnerai quelques infos sur la physique quantique. Ouais, là, aujourd'hui, je suis un peu juste sur le sujet. Ok, je comprends. Mais c'est intéressant pour ceux qui nous regardent, et notamment pour les managers ou les dirigeants, qui sont face à des situations où ils ont des opposants dans le public ou dans l'auditoire, quand ils s'expriment pour un projet. C'est intéressant de pouvoir pour eux faire la perspective et justement le lien par rapport à ce que tu partages, et notamment des bonnes astuces que tu viens de nous partager. Je te remercie pour ça. Et je comprends aussi donc que finalement ça a pris du temps pour réussir à inverser la situation. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a des moments comme ça marquants que tu pourrais nous partager, qui ont fait pour toi, ou en tout cas qui ont été décisifs dans la manière de réussir finalement à retourner la situation? Est-ce que tu as un ou deux moments marquants que tu aimerais nous partager? J'en ai 1000. J'imagine. J'en ai 1000, mais avant de ça, je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit qui me touche un peu. Quand un manager a des opposants dans la salle, tant mieux. Tant mieux. D'abord, ne pas craindre les opposants. Ensuite, réfléchir au fait de savoir pourquoi ils s'opposent. Dans une équipe, tu sais, on va pas laver plus blanc que blanc, on refera pas le monde. Il y a des inimitiés, il y a des jalousies, il y a des rancœurs. Si 3 personnes vivent le même poste, il peut y avoir des choses comme ça là. Donc quand il y a un opposant, le laisser parler. Pas lui dire qu'il a tort. Lui dire pourquoi est-ce que tu dis ce que tu dis. C'est peut-être un point qu'on peut débattre. Et celui qui a du contenu, celui qui pense avoir non pas la vérité, mais une partie de la vérité, peut parfaitement admettre que l'autre exprime sa vérité. Et on verra bien sur le terrain comment ça se passe. Si est-ce que tu as un opposant juste pour t'opposer, ou est-ce que au contraire tu as un opposant qui peut aussi amener une idée constructive. À la fin de chaque conférence, moi j'adore dire la chose suivante. Est-ce qu'il y a des opposants? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut contester ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un veut proposer une autre approche? Alors, il n'y en a pas souvent. Mais quand il y en a, j'adore ça. Pourquoi? Parce que c'est la combinaison de 2 expériences. Et quand tu fais converger ces 2 expériences-là, eh bien, il en sort toujours quelque chose d'utile. Voilà. Alors, la plupart du temps, je crois pouvoir dire, je touche du bois, mais j'aime pas les superstitions, que les gens sont convaincus. Mais s'il arrive qu'il y ait un opposant ou quelqu'un qui peut avoir une autre approche, c'est comme nous publions tous les deux sur LinkedIn, parfois, et dans nos commentaires, il y a quelqu'un qui dit non, moi je vois ça comme ça, et ben tant mieux. Donc, si les managers ont des opposants dans leur salle, aussi longtemps que ces opposants sont de bonne foi, parce que je vais dire un truc qu'il faut absolument pas dire, mais il y a quand même de sacrés tordus. Oui, tout à fait. Faut pas le dire, donc je répète, il y a des sacrés tordus quand même. On tape à l'envie sur les managers, les toxiques, les machins, les trucs. Dans mes bouquins, j'avais même fait un chapitre sur les managers toxiques. Enfin, de grâce, toutes les semaines, je rencontre des équipes qui me disent, mais gardez-nous notre manager, il est top notre manager. Bien sûr. Donc, je voudrais quand même qu'on... Bien sûr. Et parfois, il y a aussi des collaborateurs toxiques. Faut le dire. Et comment? Et c'est pour ça que c'est important de rétablir l'équilibre entre le manager et le collaborateur, parce que c'est pas toujours la faute du manager. Tu veux une anecdote? Allez, vas-y. Allez. Un jour, il y avait dans la brasserie 2 étages complets, je ne sais plus combien de couverts, etc. Un repas très important d'un groupe, et toutes nos équipes étaient mobilisées. Et il y a un manager qui vient me voir en disant, je ne sais plus quoi faire avec Machin, on va l'appeler Machin, c'était un collaborateur, parce qu'il veut absolument aller voir sa copine. On lui a expliqué que non, c'était vraiment pas le week-end où il fallait aller voir sa copine, toutes les équipes sont mobilisées, c'est pas le moment. Et de manager en manager, il veut absolument voir sa copine. Il arrive chez moi, au bureau. Et il me dit, écoutez, c'est très important, je voudrais vraiment voir ma copine. Elle devait être attractive, la copine. Je lui dis non, franchement, s'il vous plaît, ça n'est pas possible, etc. Et il me dit, c'est pas possible, et puisque c'est pas possible, je suis malade. Il retire ses trucs, il retire ses vêtements de professionnel, et il se met en arrêt maladie tout de suite. Là, il y a 2 solutions. Parce que je suis bienveillant, je suis gentil, mais... Mais t'es chef d'entreprise. Ouais. Parce que là, vraiment, surtout quand tu es dans une situation difficile, c'est capital pour toi. Ces clients te font un repas de folie, et lui s'en va.
Alors je lui dis, écoutez, eh ben vous êtes malade, je le déplore. Et là, j'ai eu une envie très très forte de le boxer. Mais j'ai rien fait, bien évidemment. Je suis descendu en cuisine. Je vois le chef des cuisines qui nous dit, et je lui dis, écoutez, je suis désolé, monsieur machin ne pourra pas être des nôtres. Il me regarde et il me dit, ne vous inquiétez pas, on va gérer. Et je le revois comme si c'était hier. Là, j'en ai des frissons. Toi, tu vas te mettre là. Toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas faire ça. Oui, chef. Tout le monde a fait ça. Le chef de cuisine a géré. Et puis après, il me prend par la main et il me dit, mais quand il va revenir, on va lui expliquer. Le repas, ce dîner de gala s'est très bien passé. Et quand le collaborateur indélicat est revenu, ce sont ses propres collègues qui lui ont parlé du pays, qui lui ont expliqué que ce qu'il avait fait, il ne le referait plus jamais. Parce que laisser tomber les gens au beau milieu d'une telle mobilisation, Bien alors sûr. que toutes les équipes étaient soudées, eh bien, ça ne se faisait pas. Et bien, ce jour-là, je me suis dit, c'est fantastique, parce qu'en bas, ils auraient pu, dans les cuisines, gueuler, parce que dans les cuisines, c'est un peu chaud. Oui, Parfois, oui. c'est le tempérament qui vole. Chef de cuisine, vous savez, c'est un peu comme dans le grand restaurant avec Louis de Funès. Louis de Funès, il s'écrase un peu devant le chef de cuisine, parce qu'il Louis de Funès, il sait pas faire la cuisine, moi non plus. Eh bien, ils ont pris le truc en charge, ils ont pris cette défection en charge, ils ont géré, ils se sont répartis le travail, ils ont géré ça merveilleusement, et quand le collaborateur indélicat est revenu, ils lui ont expliqué ce que c'était, que la cohésion, Bien sûr. qu'on laisse pas tomber... Esprit d'équipe. Voilà. Ce jour-là, je me suis dit, là tu me parlais des grands moments, en voilà un. Là, j'en ai des frissons. Ça, c'était un grand moment. Là, ça, c'est une équipe soudée. Il y avait une brebis galeuse, mais le reste a été soudé. Ils ont fait corps. Bien sûr. Ils ont assuré. Les clients étaient plus que contents. Ils étaient ravis. Et bien sûr, nous avons récompensé nos salariés. Mais ce moment-là, je me suis dit, c'est fantastique. Et une autre fois, si tu veux des anecdotes, je t'en cite une autre qui me vient comme ça. Un jour, j'avais un projet, une idée qui me tenait à cœur. Et puis, on avait quelques cas dans le bureau. Je vais pour proposer mon idée, je commence à... Voilà. Et je dis, j'ai besoin d'un volontaire. Et là, il y a eu 8 mains qui se sont levées, j'ai même pas le temps de finir ma phrase. Waouh. 8 mains qui se sont levées. C'était après tout le travail que tu avais fait de reconstruction. Oui, c'est tout ce qu'on a fait ensemble. C'est pas c'est ça. moi, Ouais, bien sûr. C'est tout ce qu'on a fait ensemble. Parce que si j'ai été le chef d'orchestre, mais je suis tombé sur des gens qui avaient envie de se bouger, qui avaient envie de faire des choses. Et ce jour-là, quand les 8 mains se sont levées, je me suis dit, waouh, manager parfois c'est génial. Des sentiments comme ça d'accomplissement qui sont formidables. Et c'est tout ça l'optimisme opérationnel, c'est pas des trucs qu'on invente, tu vois, c'est pas des trucs qu'on peut inventer comme ça. Et c'est ça qui a fondé l'optimisme opérationnel, et c'est ça qui a fait qu'on a pu sauver cette entreprise, et c'est ça qui fait que quand tu arrives à vraiment faire la symbiose entre des intérêts individuels qui sont contradictoires les uns avec les autres, Bien sûr. et que tu arrives à fédérer tout ça vers un objectif commun qui était en l'occurrence de sauver l'entreprise et de sauver les emplois par la même occasion, eh bien ça, je vais dire le mot, c'est jouissif. Ouais, j'imagine. C'est jouissif. Ça se voit encore, d'ailleurs. Je sais pas, ça fait un petit moment, mais là, Que j'en tu ai prends des frissons. Bon, bref, excuse-moi, j'étais trop long. Non, c'est parfait. Tu sais, pour moi, l'objectif, c'est aussi de recueillir ton expérience et tes partages, puisque je pars du principe que c'est aussi comme ça, parfois, qu'on peut apprendre des choses, qu'on peut revoir des choses sous un autre angle. Et d'ailleurs, dans la première anecdote que tu nous as partagée, j'aimerais bien y revenir, parce qu'il y a 2 éléments, 2 moments clés, à mon avis, qui ont fait une grande différence. C'est la première, ta capacité à gérer tes émotions, parce que tu l'as dit, tu voulais le boxer et finalement tu l'as pas fait. Et le deuxième moment clé, ça a été le moment où tu as partagé l'information au chef de cuisine et aux équipes. Et si tu veux bien, on va revenir là-dessus simplement pour que tu nous partages comment tu as fait concrètement. Comment tu as fait pour justement ne pas le boxer, parce qu'on sait que parfois en tant que manager, ça aurait été beaucoup plus simple de se mettre en colère à ce moment-là. On le sait. La colère est mauvaise conseillère. Voilà, justement. Non, la colère est mauvaise conseillère. Aujourd'hui, on peut cogner quelqu'un parce qu'il t'a piqué une place de parking. Enfin, ça devient totalement excessif. Non. Totalement d'accord. D'abord, en tant que chef d'entreprise, tu sais que là, je me suis dit très rapidement qu'il fallait que je passe sur ma colère, parce que de toute façon, j'allais créer un problème supplémentaire et bien plus grave que le problème lui-même. Ok. Si tu commences à rentrer en conflit avec tes salariés, c'est pas bon, même s'ils le méritent. Bon, non, il faut pas rentrer là-dedans, il faut éviter tout ça. Donc d'abord, gérer sa colère. Ok. Comment t'as fait pour la gérer justement? Tu es responsable. Le fait d'être responsable fait que tu dois être exemplaire. Okay. Tu ne peux pas dire au chef de cuisine ou dans les cuisines ou dans les salles quand ça bouge, quand il y a du monde partout, tu ne peux pas dire restez calme les amis, ne vous investiguez pas.
invectivez pas, ne vous invectivez pas. Restez calme, la sérénité, les choses comme ça. Tu peux pas passer ce message aux équipes et toi-même t'emporter dès qu'il arrive quelque chose qui va pas. Bon, même si tu es hyper stressé, parce que cet petit épisode de cet employé vient après toute une série d'autres. Donc j'avais des raisons de stresser. Bon, mais quand même, l'exemplarité du chef d'entreprise, du manager, c'est fondamental. Si tu restes calme dans des moments comme ceux-là, ben, au moins après tu peux dire à tes équipes, voilà, restez calme, il vous arrive ceci, il vous arrive cela. Calmos. T'es plus crédible pour revenir à un mot que tu expliquais tout à l'heure. L'exemplarité, tout simplement. Donc ça, c'est le premier point. Et ta deuxième question, c'était quand je suis passé voir le chef de cuisine. Tout à fait. En fait, qu'est-ce que tu as pu dire dans ton message ou est-ce que par exemple tu l'as préparé un petit peu avant ou est-ce que tu es arrivé, tu l'as dit avec tes tripes? Comment ça a marché à ce moment-là? Alors ça, c'est une caractéristique maison. Quand je dois faire quelque chose, je n'attends pas, j'y vais. Okay. C'est-à-dire que là, plus j'attendais pour dire la mauvaise nouvelle au chef des cuisines, c'est-à-dire qu'il aurait un gars en moins, plus le problème risquait d'être gros. Et plus moi j'allais mouliner dans ma tête en disant, oh là, qu'est-ce qu'il va me raconter, il va peut-être faire ci, il va peut-être partir, il y en a d'autres qui vont partir en disant que c'est plus possible, etc., etc. Donc non, affronter l'adversité, tout de suite. Une fois qu'on a les éléments en tête, affronter l'adversité tout de suite. Donc je suis descendu, je te dis pas que j'en menais large, non. Okay. Non. Mais si tu as réussi avec tes salariés à établir une relation de confiance, si tu sais qu'ils savent que tu vas pas leur raconter des histoires, et si tu leur dis, voilà, je vous dis ce qui est, monsieur machin ne sera pas des nôtres, il n'a pas voulu, il a voulu voir sa copine, etc. Il faut donc qu'on trouve une solution. Si tu dis les choses comme ça, le chef de cuisine, c'est un type absolument formidable, tu peux péchu un petit peu, mais enfin un type formidable, c'est lui qui a trouvé la solution en disant finalement, bon ben, on va réorganiser les postes et tout ça. Ok. Donc ça sert à rien, la colère, ça sert à rien. Une fois je suis allé voir le chef de cuisine, j'ai pas attendu. Il faut y aller tout de suite. Et de manière générale, quand l'adversité nous visite, il ne sert à rien de se coucher, ou de ne pas la voir. Il y a des gens qui mettent un problème sous le tapis, tu vois. Tout à fait. On a vu un problème, quel problème? J'ai rien vu, moi. Bon, parce que si tu sors l'adversité par la porte, elle rentrera par la fenêtre en 2 fois plus gros. Ah ouais, en 2 fois plus gros. En 2 fois plus gros. Repousser le traitement d'un problème, c'est être, dans tous les cas, assuré que ce problème reviendra tant qu'il n'est pas réglé. Tant qu'il n'est pas réglé, il reviendra. Sauf qu'il reviendra plus gros. Et si j'avais attendu 1 heure de plus ou 2 heures de plus, le chef des cuisines n'aurait pas pu s'organiser, mettre un tel à cette place, déplacer. Enfin, bon, il n'aurait pas pu s'organiser. Donc, il aurait été sous la pression supplémentaire. Donc, on aurait été moins efficace. Donc, plus stressé. Donc, possibilité d'avoir un nouveau clash. Ah oui. Affronter l'adversité tout de suite. De manière générale, il faut toujours affronter l'adversité. Ne jamais accepter qu'elle prenne le pas sur nous. Ça ne veut pas dire qu'on gagne tout. Bien évidemment, mais ça s'appelle la vie, on ne gagne pas tout, mais ça veut dire qu'on se met dans les conditions de sortir par le haut de cette adversité, c'est-à-dire d'obtenir le meilleur de ce que tu es capable d'obtenir face à l'adversité. Si tu as une maladie dramatique, peut-être que l'adversité va t'emporter, mais au moins ne lui laisse pas cette joie de te prendre sans même que tu aies réagi. Ça, en tout cas, c'est ma vision. C'est hors de question pour moi de faire autrement. Je ne peux pas le faire autrement. Je ne sais pas le faire. Voilà, je ne sais pas. Je pense que c'est ça. Tu ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. Voilà. Et c'est tant mieux pour toi. Parce que je sais pas, mais au vu de ton histoire, il vaut mieux, remarque, oui. Ouais, si, il vaut mieux. Parce que tu n'aurais pas eu tout ça à nous raconter, sinon, je pense, si tu avais accepté ça tel que c'était présenté initialement. Peut-être, ce qui peut être intéressant, c'est de nous partager quelques erreurs, 1, 2 ou 3, comme tu veux, que tu as vécu en tant que manager chez l'entreprise pendant ces 30 ans là, d'expérience incroyable, et peut-être nous donner la leçon que tu as pu acquérir à travers cette erreur. Si tu en vois comme ça qui te passe par la tête. Alors, des erreurs, tu vois, c'est comme les impôts, il y en aura toujours. Hein. On est d'accord. Et beaucoup. Et tant mieux même. Oui, le plus important, c'est voilà, ou le plus important, je pense, c'est pas de les reproduire en fait. Non, c'est ça, bien sûr. Les erreurs, la première erreur, c'est celle que j'ai indiquée tout à l'heure, c'était d'arriver avec un discours optimiste, mais gentiment optimiste, qui n'était pas ancré dans une véritable réalité, qui n'engageait pas les équipes.
vous inquiétez pas, c'est difficile, mais on croise les doigts, ça va marcher. Non, ça sert à rien, ou pas à grand chose. Ça, c'était une première épreuve du fait de mon inexpérience. Ça, c'était une première épreuve, une première, comment dirais-je, erreur. Voilà, je cherchais le mot. Une première erreur. Comment engager alors dans ce cas-là? Tu vois, qu'est-ce que tu as pu modifier dans ton discours? C'est le fameux penser autrement. C'est-à-dire qu'on a réfléchi à, puisque ce discours optimiste ne passe pas bien, puisque Pierre, le fameux cadre, m'enfonce devant tout le monde, puisque les équipes n'ont pas l'air d'y croire non plus, il va falloir trouver autre chose. Parce que si on trouve pas autre chose, c'est la fin. Hein, c'est la fin de la récré. Hein. Bon, des erreurs, j'ai dû en faire plein. Oui, la première erreur, ça a été de ne pas vouloir déléguer. Parce que c'est peut-être le fruit de mon éducation, toujours pareil, l'exemplarité fait qu'on se lève plus tôt que les autres, on se couche plus tôt que les autres et on fait plus que les autres. À la réflexion, c'est pas forcément une bonne idée. Et j'ai appris lorsqu'un autre collaborateur, c'était une collaboratrice, un jour m'a dit, mais on vous voit fatigué, on vous voit épuisé, vous faites tant de choses, déléguez davantage. Ah, c'était elle qui te l'a dit. C'est une femme qui est venue me dire ça. Et alors, on en a discuté. Et je lui ai dit, mais vous trouvez que je délègue pas davantage? Pourquoi est-ce que je faisais ça? Pour ne pas surcharger nos salariés. Je prenais sur moi pour ne pas surcharger nos salariés parce qu'ils ne chômaient pas non plus. C'est un métier dans lequel on fait des heures. Mais je n'ai pas voulu, par souci d'exemplarité, j'ai été élevé comme ça, j'ai pas voulu en mettre plus sur le dos des salariés, j'ai voulu prendre ça sur le mien. Je comprends. Et cette femme-là m'a dit, non mais, déléguer davantage. Donc ça, c'est une erreur que j'ai vite corrigée. Et la deuxième erreur, puisqu'on parle de délégation, il me semble que si tu as des managers dans ton immense audience que le monde entier nous envie, si tu as des managers, il faut déléguer à la personne qui le demande. Pas tiens, Jean-Jacques, voilà, je vous passe ça. Ça, c'est pas délégué. Ça, c'est pas délégué. Tiens, Manon, j'ai pas le temps, vous allez faire ça. Non, ça, c'est pas délégué. Déléguer une tâche, c'est confier une mission. Avec un objectif. Avec des éléments, des moments de passage où on va voir ça avance pas, qu'est-ce on peut rectifier le tir ou pas. Déléguer, c'est ça. Ça n'est certainement pas refiler le bébé du truc que tu n'as pas eu le temps de faire. Ou qui t'ennuie, tu vois. Là, j'ai pas envie d'appeler ce client, il est un peu irascible. Tiens, allez, Alain, vous allez appeler le client. Non. Déléguer, c'est vraiment une vraie coopération. Et déléguer jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu confies une mission, et au début, je savais pas faire ça. J'ai appris à le faire. Et après, tu confies une mission de A jusqu'à Z. Parce que n'oublie jamais que déléguer, en fait, c'est de passer à quelqu'un ce que toi, tu dois faire. Tout à fait. Puisque tu délègues. C'est qu'en théorie, c'est ta mission à la base. C'est ta mission à la base. Et voilà. Donc, déléguer, c'est faire ça. C'est passer à quelqu'un en lui confiant la mission de A à Z avec un objectif, avec des éléments concrets, opérationnels, de terrain. Et après, une fois que la mission est terminée, là, on se dit, chapeau l'artiste. Bien sûr. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est important que ce soit à quelqu'un qui soit demandeur, c'est ça? Mais oui. Si tu dis, alors une autre erreur, je te dis, des erreurs, si tu veux que je t'en cite, on n'est pas couché. Une autre erreur, j'ai promu au tout début, au tout début, j'ai promu quelqu'un qui ne souhaitait pas forcément l'être, mais parce que c'était un très bon technicien dans son domaine. C'est un bon cas d'école, ça. Ben oui. Et j'étais persuadé qu'il serait content. Et quand je lui dis, voilà, vous allez prendre ce poste avec une rémunération supérieure, responsabilité supérieure, enfin tout ce qui va avec. Bien sûr. Je pensais qu'il allait m'embrasser. Et en fait, non. Il me dit, ouais, vous êtes sûr? Je sais pas. Il a fallu que je le convainque. Vous savez faire ça, etc. Il dit, bon, ok. Et puis de Guerlas, il m'a dit, ok. Et de Guerlas, il m'a dit, ok. Et donc, il a pris le poste. Et c'était une erreur de ma part. Parce qu'il n'était pas capable de manager. C'est un métier, manager. C'est un métier, on est d'accord. C'est un métier. C'est pas, voilà, du jour au lendemain, je suis manager. Et c'est vrai qu'il était bien sur le plan technique. C'est vrai que quand il ouvrait la bouche, ça avait son poids. Mais en tant que manager, ça l'a pas fait. Et comment je m'en suis rendu compte? Dans son équipe, il y a eu quelqu'un qui est parti. Mal surprise générale. Il y en a qui sont venus me voir en me disant, on voudrait changer d'équipe. Ah bon, pourtant vous aimez ça, etc. Et alors là, je me suis dit, mais il y a quand même un truc qui est un petit peu curieux. Bien sûr. Et en furetant un peu, je m'aperçois qu'il fuyait le manager en question. Parce que le manager n'était pas à la hauteur. Et c'était de ma faute parce que j'avais promu quelqu'un qui, là encore, n'était pas demandeur et on ne s'improvise pas manager. Manager, faut le former. Bien sûr.
Faut lui montrer les perspectives, tout ça. Et là, voilà, c'est une autre erreur, tu vois. C'est super intéressant parce que t'as dit qu'en fait, il était très bon techniquement. Oui. Et que quand il ouvrait la bouche, ça avait son poids. Oui. Or, ça n'a pas marché au niveau du management. Qu'est-ce qu'il a manqué selon toi? Au niveau des compétences peut-être? Ce n'est pas parce que tu es un bon technicien que tu es un bon leader entre guillemets. Je vois souvent sur LinkedIn la différence entre leader, manager. Moi, je vous laisse ça de côté, je m'en fous. L'essentiel, c'est que l'équipe sache où elle va, pourquoi elle y va, est-ce qu'elle a à y gagner. Voilà. Bon. Mais parfois, la personne, je pense à une autre personne, ça me vient à l'instant, je pense à une autre personne qui disait jamais rien. Elle ne disait jamais rien. Tu veux dire dans le sens trop gentil, c'est ça? Oui, non, rien. Rien. Elle n'a pas d'avis, elle dit rien. Ah, ok. Mais c'était lui aussi un très bon technicien. Okay. Et quand on lui donnait la parole et qu'il prenait la parole, comme par enchantement, tout le monde l'écoutait. Alors qu'il ne prenait jamais la parole. Moi, j'ai pas d'avis. Je dis rien. En retrait. Mais quand on arrivait sur son domaine et qu'il ouvrait la bouche, alors là, tout le monde l'écoutait. Ceci pour préciser et revenir à ta question précédente, c'est que le manager, il doit avoir certains atomes crochus avec les équipes, il doit avoir une certaine façon de parler, il doit être structuré pour ça, et c'est pas parce que tu es un bon technicien que tu es forcément un bon manager. Et l'erreur que j'avais commise à l'époque, c'était voulant, là encore, récompenser bien sûr. ce monsieur en lui disant, il est un super technicien, hop, tu vas passer à l'étape au-dessus. J'avais commis une erreur. Voilà. C'est des super trucs qu'on apprend au fil du temps. Super intéressant. Et donc la leçon, en fait, pour toi, c'est quelqu'un qui est demandeur. Ah c'est clairement. Que ce soit pour déléguer ou pour clairement ou pour devenir manager d'ailleurs. Pour dire la vérité, il est arrivé que quelqu'un ne voulait pas se lancer tout simplement parce qu'il n'osait pas. Il avait des peurs. C'est-à-dire qu'il avait les capacités à être manager, mais il était un peu frileux. C'est pas la même chose, on est d'accord. C'est autre chose. Ouais. Ça peut arriver aussi. Ouais, il n'y a pas de règle tout dans à la fait. vie. Ouais, c'est clair. On est dans l'humain. Il y a des gens qui n'osent pas se lancer. Et toi, tu insistes un peu et du coup, après, ils viennent te dire merci parce que tu leur as permis de franchir le pas qu'ils n'osaient pas franchir. Bien sûr. Et c'est peut-être ce que tu avais cru dans le premier cas. C'est ça. À mon avis. Et c'est ça. Dans le premier cas, il n'était finalement pas adapté au poste. Bien que je l'ai poussé, il n'était pas adapté. Et dans le deuxième cas, au contraire, la personne était adaptée au poste, mais elle n'osait pas franchir le pas. Entre les deux, tu as gagné en discernement, en fait. Et en expérience, bien sûr, par rapport à ça. L'expérience, le côté terrain, quoi. Ouais. Tu vois, par exemple, je pense là encore une fois aux managers qui nous écoutent. Et je me dis, un manager qui est face à cette situation, qui est face à une personne qui hésite, justement. Mais c'est difficile de savoir si elle hésite dans le « je pense pas être fait pour ça » ou dans le j'hésite, justement dans le deuxième cas, qui est j'ose pas parce que je manque un peu de confiance ou j'ai du mal à me projeter. Comment on peut faire dans ces cas-là, à ton avis? Alors, anecdote. Allez, trop bien. Il y a un véritable poison dans les entreprises, c'est les non-dits. Ouais. Quand on s'est rendu compte dans notre entreprise que les non-dits occupaient une grande partie de l'espace et que si on les levait, on arriverait à progresser collectivement et individuellement, eh bien, on a décidé d'en faire une valeur d'entreprise, c'est-à-dire de se dire les choses calmement, avec tact, mais de les dire, et ce, à tous les niveaux de l'entreprise. Okay. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça illustre précisément le fait que si on hésite un petit peu dans les deux situations que tu viens de décrire, si on hésite, on ne sait pas trop, est-ce qu'il n'ose pas franchir le pas, ou est-ce qu'au contraire, il n'en a pas les compétences, dites les choses. Michael, je crois que pour moi, je vous vois tout à fait manager, mais j'ai une question à résoudre. Il faut m'éclairer un peu là-dessus. Est-ce que vous vous voyez vraiment au poste de manager? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que vous avez une peur quelconque de prendre le poste de manager? Auquel cas, est-ce qu'on peut lever cette peur? Est-ce que vous avez peur d'avoir un horaire alourdi? Est-ce que vous avez peur de devoir prendre des décisions devant vos collègues? Est-ce que vous avez peur d'une sanction éventuelle? Je ne sais pas. Dire les choses, en parler, c'est ça d'être dans l'humain. Être dans l'humain, c'est pas de parler à tort et à travers tout le temps et en permanence. Être dans l'humain, c'est entendre l'autre, faire en sorte que l'autre entende ce que toi aussi tu as à dire, bien sûr, parce que c'est pas à sens unique, et simplement dire les choses. Voilà, il y a un poste de manager qui se libère. Nous avons pensé à vous. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une difficulté? Est-ce qu'on peut éventuellement l'aider? Et après, votre décision sera souveraine. Vous déciderez en conscience si vous prenez le poste,
ce qui demande tel et tel engagement de votre part, avec telle et telle gratification, avec tel et tel niveau de performance, avec tel et tel niveau d'engagement, etc. Est-ce que vous le prenez ou pas? Nous mettons tout sur la table, on discute et on décide de manière commune. Et puis après, c'est vous qui, en dernier ressort, déciderez de prendre le poste ou pas. On a besoin d'une réponse dans 8 jours. Donc le rôle en fait du manager à ce moment-là, c'est vraiment de cadrer. Eh oui. Et dans ce cadre, d'amener la discussion et d'ouvrir le débat. Et de sur savoir, ce sujet. le rôle du manager, me semble-t-il, dans ce cas-là, c'est de s'assurer que son salarié sait qu'on va dire les choses. Qu'il ne sera pas nommé au poste de manager sur un non-dit, que s'il est nommé au poste de manager et qu'il accepte ce poste, et c'est bien que nous sommes d'accord, tout est en règle en quelque sorte. On a purgé on a fait le tour du propriétaire. Ah ouais. Et qu'il n'y a aucun non-dit. Et il y a pas de non-dit. Ouais, Il n'y a pas de non-dit. Si la personne accepte le poste de manager, elle va le faire avec enthousiasme parce qu'on a levé tous les points d'achoppement éventuels. Bien sûr. Et si on sent qu'il y a une hésitation, si la personne n'est pas sûre, etc., je pense, si c'était à refaire, je pense que je ne le nommerais pas manager. Okay. Parce que les ravages, quand on a qui ont quitté l'équipe alors que cette équipe fonctionnait pas mal, et même bien, pour tout dire, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? En fait, ils fuyaient le manager. Voilà. Et comme je vois aussi souvent sur LinkedIn, on fuit souvent le manager, oui. Je m'empresse de répéter, je crois que je l'avais fait sur un de tes posts aussi, un post brillant, je me permets de le signaler au passage, que bien souvent dans les entreprises, on reste aussi grâce au manager. Oui. Et je répète, toutes les conférences que je fais, je rencontre des managers et bien sûr, je ne discute pas avec les managers, je discute aussi avec les collaborateurs. Et ça me réjouit de voir à chaque fois qu'il y a des quantités de collaborateurs qui disent « Nous, notre manager, il est comme ça ». Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est rassurant, parce que dans un contexte actuellement où tout est anxiogène, c'est clair. C'est clair. Tout est anxiogène. Rappelons aussi que il y a des choses qui fonctionnent. Tout à fait. Et je crois que le côté anxiogène, justement, lié au management, malheureusement, il est lié aux consultants qui cherchent à vendre leur expertise. Et pour ça, ils créent un contexte anxiogène en mettant en avant les problèmes. Ouais. Et comme nous, on lit ça sur notre fil d'actualité, en fait, on croit qu'il y a que des problèmes. Mais pour rejoindre ce que tu partageais, j'ai récemment fait une étude parce que, en fait, l'entreprise pour laquelle j'ai été mandaté m'avait dit, voilà, nous, on aimerait bien savoir un peu quel est le niveau de satisfaction des managers au sein de nos équipes. Donc, j'ai interrogé des collaborateurs pour ensuite, bien sûr, créer une formation sur le management adaptée par rapport aux besoins. Et ce qui en est ressorti, c'est que 9 personnes sur 10 étaient plus que satisfaites de son manager. Waouh. Donc ça veut dire que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc moi je me suis retrouvé un petit peu embêté à la fin puisque finalement qu'est-ce que je vais vous vendre? Je suis pas sûr de vendre quelque chose. Bon après ça c'est un autre sujet mais ce qui était très intéressant c'était de voir que finalement ce qu'on peut lire sur LinkedIn dans les entreprises ils vivent totalement l'inverse et c'est effectivement très rassurant dans ce contexte anxiogène. Je crois que on a cette espèce de propension bien française à regarder tout ce qui ne va pas. Non pas qu'il ne faille pas le regarder. Nous, je crois qu'on l'a vraiment regardé, ce qui allait pas de près. Ouais. Mais il faut savoir switcher aussi. Ouais, c'est clair. Pour faire de ce qui va pas, comme disait Carnegie, le fameux Carnegie que tout le monde cite, faites du citron une citronnade. Bah oui, le citron est un peu amer. Le citron, parfois, c'est dur. J'en sais quelque chose. Essayez de transformer ce citron en citronnade, d'adoucir un peu les choses. Bien sûr, il y a plein de choses qui ne vont pas. Bien sûr, il y a des tas de problèmes. Il se trouve qu'il y a aussi des tas de solutions. Et oui. Tous les jours, qui sont implémentées, qui rentrent sur le terrain et puis qui nous aident dans notre vie sans même qu'on en parle. Tout à fait. L'autre jour, dans le TGV, je vais à une conférence, il y a le chef de train qui annonce, il y a des travaux sur la voie. On aura 10 minutes de retard. On va freiner un peu, il y aura 10 minutes. Et là, une dame se lève, fou furieuse, comme ça, tout juste si elle brandissait pas son parapluie. Elle dit, comment? Un retard de plus? C'est pas possible, la SNCF, etc. Et puis alors les gens la regardent interloqués, mais personne ne dit rien. Je me suis levé et j'ai dit, madame, c'est 10 minutes de retard. Vous préférez qu'on aille à la même vitesse que tout à l'heure? Comme ça, on ira plus vite sur les travaux et le TGV va dérailler. Vous pensez que c'est mieux? Je veux dire, vous râlez pour 10 minutes de retard. Qu'est-ce que c'est que de 10 minutes de retard alors que c'est une simple mesure de sécurité pour que le TGV aille jusqu'au bout et vous aussi, madame? Enfin, je veux dire, mais c'est du bon sens absolu. Bien sûr. Les gens sont réduits à râler parce qu'il y a 10 minutes de retard à la SNCF. Oui. Je ne dis pas que ça doit être institutionnalisé, mais souvent quand je reviens des conférences, je me dis, mais attends, il pleut,
il fait nuit, je suis dans le train, je suis bien installé, je vois là-bas 300 km/h et on râle. Mais est-ce qu'on devient fou? Mais est-ce qu'on devient fou de ne pas savoir apprécier ce que l'on a? Ah, ça c'est... Enfin, ça devient complètement délirant. Apprécier ce que l'on a et tout ce que l'on fait, tout ce que l'on peut faire avec ce que l'on a. Bien sûr. Mais je crois que la gratitude, c'est devenu un état d'esprit. Hein. Ah oui, non, mais attends, il y a un moment, il faut aussi ne pas être dans le merci. Vous m'avez donné une fraise, merci. Vous m'avez... Non, le merci doit être justifié. Il doit être, comment dirais-je, il doit être fondé. Mais moi, je pense qu'une des clés du bonheur, je suis pas professeur de bonheur, mais enfin, une des clés du bonheur. Par contre, tu es professionnel des clés. Ça, j'ai vu. Ah oui, ça, les clés, ça me parle. Ça, c'est clé. C'est justement de savoir apprécier ce qu'on a et tout ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Bien sûr. D'accord? Et donc, quand en France, je dis pas que tout est merveilleux, il y a des gens qui sont dans des situations catastrophiques, je le sais très bien. Malgré tout, sachons raison garder et apprécier tout ce qu'on a. Si le TGV a 5 minutes de retard sur un trajet de 3-4 heures, mon Dieu, on va s'en remettre. Peut-être on va rater une correspondance une fois, mais on va s'en remettre. Voilà, c'est une philosophie générale. Et chez nous, on disait aussi, apprécions nos progrès. Apprécions nos progrès. On partait de si bas. On avait été au top dans cette entreprise. Et puis, année après année, elle avait chuté. Et là, on était vraiment au 4e sous-sol. Quand on remonte au 3e sous-sol, on est content. Bien sûr. C'est pas encore le Pérou. Mais après, il y a une autre étape, c'est le 2e sous-sol, et ainsi de suite. Et puis au rez-de-chaussée, puis après, on grimpe. Apprécions nos succès. Alors, il s'agit pas d'affréter un avion, d'aller à Tahiti si tu as eu un client de plus. C'est peut-être un peu trop. Oui. Mais si on trouve la juste mesure... Non mais tu vois ce que je veux dire, le gars chouette, on a vendu 3 cafés de plus, allez hop, on va aller à Tahiti. Non, n'exagérons rien. Bien sûr. Mais apprécier ses succès sans excès me paraît une bonne idée. Ouais, ça me paraît aussi une bonne idée. Je t'en propose une autre de bonne idée. C'est justement peut-être pour mettre un peu de contexte, quand tu es arrivé et que tu as décidé de prendre l'entreprise justement, 27-28 ans, est-ce que les collaborateurs qui étaient déjà en place, managers et collaborateurs, te faisaient déjà confiance? Ou tu as dû gagner leur confiance? J'ai dû gagner leur confiance. Tu te rends compte? Le fils du patron qui débarque parce qu'il a fait des études de management. T'as compris pourquoi je te pose la question? Il n'y a pas pire. Ah, il n'y a pas pire. Le fils du patron qui débarque. Alors, allez, mettez-vous à côté, je vais vous montrer comment ça marche. Tu vois, c'est le truc. Non, c'est là où il faut peut-être faire preuve d'humilité. Okay. Et je pense, de ce côté-là, avoir fait preuve d'humilité. Le type qui arrive avec son bagage intellectuel, je veux dire, et qui apprend aux autres qui sont sur le terrain comment ça marche. Non, ça, c'est pas bon. Non. Au départ, je ne te dis pas que j'étais accueilli à bras ouverts. J'avais 2-3 amis, dont ce cadre Pierre, dont je te parlais tout à l'heure, qui était vraiment un ami, en quelque sorte, celui qui m'a enfoncé. Merci à vous, Pierre. Merci. Bah oui, à l'apprentissage. Je vous remercierai jamais assez. Mais au départ, ça a été, oui, vous venez faire quoi? Voilà, peut-être je peux donner un petit coup de main. C'est pas, je vais vous montrer, on va faire ci, on va faire ça. Parce que alors là, c'était terminé. Okay. Non. Respectez chacun. Pas de démagogie. Je tiens à le dire. Parce qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux. Je suis dans l'humain, je suis dans tout ça. Je suis dans l'équipe, je suis dans le collectif, je suis dans cette fameuse bienveillance dont on parle un peu trop, à mon avis. Mais surtout, pas de démagogie. Et pas de démagogie, ça passe par, je crois, le fait de fixer avec les équipes une règle simple. On y était tout à l'heure. Dire les choses. Si vous avez fait quelque chose qui n'est pas bon, je vais pas vous dire vous êtes un type formidable, c'est extraordinaire, vous avez fait quelque chose qui n'est pas bon. D'accord? On se le dit. Voilà, on se le dit et maintenant on voit comment est-ce qu'on peut rectifier le tir. Ouais, tu vois, c'est vraiment gagner la confiance des gens, c'est être en mesure de comprendre ce qu'ils vivent, je crois, et ce que tu peux leur apporter. Et je crois que c'est grosso modo ce qu'on a réussi à faire. Okay. Parce qu'au départ, c'était pas gagné quand le fils du patron débarque, qui vient des États-Unis, du Japon, du machin, qui était une société américaine, tout ça. Quand on a dit ça, évidemment, ils se sont dit qui c'est ce nabab là, ce type. Après, ça s'est arrangé un petit peu. Donc pour toi, les clés en fait sur cette partie-là, pour les managers qui nous écoutent, c'est vraiment humilité. Ah oui. Dire les choses. Exemplarité. Humilité, exemplarité. Ah oui. Et la troisième, c'était cette notion de faire comprendre aux autres finalement qu'ils ont quelque chose à gagner avec nous, mais que nous aussi on a quelque chose à gagner avec eux. Et c'est cette notion de transparence en fait, en réalité. Lors d'une réunion, on en a fait beaucoup des réunions, mais
Il faut parler avec les collaborateurs. Si tu parles pas avec eux, c'est pas la peine. Si l'instruction vient d'en haut et qu'ils apprennent tout comme ça, c'est pas bon. Je me rappelle très bien avoir dit un truc qui, je crois, avait un tout petit peu interpellé les esprits. C'est une équipe, une entreprise fonctionne quand elle sait où elle va, pourquoi elle y va, et ce qu'elle a à y gagner. Et dans nos équipes, avec nos managers, nous avons tenté à chaque fois de dire où on va, pourquoi on va là, et qu'est-ce que vous allez y gagner. Ça n'est pas pour rien dans le succès final de l'entreprise, je pense. Et ça se décline, concrètement. Bien sûr. Mais le principe est affiché. Ouais. Il faut que ce soit des principes, si tu veux, simples, pas des trucs alambiqués, des usines à gaz, des trucs comme ça, des trucs simples que chacun peut s'approprier et concrétiser sur le terrain. Pourquoi on va là? Bah oui, tiens, pourquoi après tout? Qu'est-ce qu'on a à y gagner? Et où on va? Ça, c'est important. Ouais, effectivement. Ouais. Effectivement. Ouais, c'est top, ça. Je suis en train de penser à une phrase qui... Et j'aimerais avoir ton avis sur cette phrase-là. Je suis pas d'accord. Avec ton expérience. Absolument pas d'accord. Je conteste cette phrase. Jusqu'à mon dernier souffle, je la contesterai. C'est pas toi qui disais justement qu'ensemble on peut créer quelque chose de nouveau. Et voilà. Tu vois. Donc c'est très bien. C'était que, en fait, les meilleures équipes se construisaient dans l'adversité. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'il fallait de l'adversité pour justement construire une équipe exceptionnelle. En tant que manager, ça, tu t'en penses? Mais c'est en tant que... Ouais. C'est la vie, ça. Okay. Quelqu'un qui a une vie trop facile, au premier virage, tu crois qu'il va pouvoir résister? Tu veux dire qu'il a une vie trop facile pendant un temps et qu'après il a un virage, c'est ça? S'il y a un coup de Trafalgar, s'il y a une adversité forte, hein, ouais. Pas le fait d'avoir oublié le pain. Bien sûr. S'il y a une adversité forte qui se présente, lorsque tu as été habitué à rester, il se passe rien. Est-ce que tu penses que c'est facile? Est-ce que tu penses que tu es prêt à affronter cette adversité? Ça va faire mal. C'est pareil pour le manager. Ouais. Les équipes qui fonctionnent, si nous, on s'en est sortis finalement avantageusement, c'est parce qu'on a été confronté tout le temps à l'adversité, parce que l'adversité te rend meilleur. Mais face à l'adversité, tu as un double choix. Enfin, tu as un choix plutôt. Soit tu décides de te lamenter et de dire que décidément c'est pas juste. Moi j'aurais très bien pu dire mais pourquoi est-ce que cette adversité frappe à ma porte alors que j'avais tout ce qu'il me fallait. Enfin j'étais heureux comme un poisson dans l'eau. Pourquoi? Se mettre en position de victime. Voilà, t'es victime, donc tu raisonnes comme ça. Soit tu décides de réagir. Soit tu décides de réagir parce que t'es pas responsable de ce que la vie te donne, mais tu es responsable de ce que tu donnes à la vie. Et ouais. C'est tout. Si je devais résumer, c'est ça. Et il y a des gens qui vivent sur cette terre dans des conditions bien meilleures que nous, et puis d'autres qui vivent dans des conditions épouvantables. J'ai même pas besoin de décrire. Alors, prenons ce que la vie nous donne, et à nous, après, on choisit. Soit on se lamente, soit on reste dans son lit, soit on se lève et on essaie de faire quelque chose d'un peu sympathique. Et pour les managers, c'est pareil. Ok. Finalement, tu avais raison. Quand on n'est pas d'accord, on construit quelque chose de mieux. Eh ben voilà. Voilà. Du débat naît l'enrichissement, voilà. Ouais, j'aime bien. Ok, super. Peut-être revenons un petit peu sur ton expérience et sur le moment où tu as été chef d'entreprise. Parce que tu parles beaucoup de différents étages à chaque fois. Ça veut dire que finalement tu étais chef d'entreprise, mais il y avait combien de personnes dans ton entreprise? C'était de l'ordre de 80. Pour une brasserie, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup. Alors, après, il y a des niveaux différents selon les saisons, les choses comme ça. Parce qu'il y avait plusieurs brasseries peut-être? Non, c'était une. C'était une belle. Très belle. Ok, voilà. Ok, très bien. Et donc, tu avais combien de niveaux de management pour toi? Alors, ça dépend parce qu'il y a des managers qui empiétaient sur plusieurs niveaux, mais enfin, disons qu'il y avait 2-3 niveaux. D'accord. 2-3 niveaux. 2-3 niveaux pour toi, ok. Ok, ça me donne une bonne perspective parce que finalement, c'est pas pareil d'être manager de proximité que d'être manager chef d'entreprise. Certainement. Et excuse-moi de t'interrompre, c'est déjà pas pareil d'être manager et chef d'entreprise engagé sur son capital, ce qui fait toute la différence. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Parce que dans un cas, tu peux perdre ton emploi et c'est chaud. Je l'entends parfaitement. Dans l'autre cas, tu peux tout perdre. Ce qui a failli être notre cas. C'est-à-dire des années de travail qui sont ruinées. Tu es ruiné. Ruiné, ça. Ce qui ouvre, si je me présente à la présidentielle de 2027, je réfléchis. Ce qui ouvre un vrai chantier sur la façon en France de considérer les entrepreneurs. Ah oui. Parce que si en France tu veux entreprendre
ben on va te prendre des cautions, on va te prendre ci, on va te prendre ça. Et puis si tu rates, c'est difficile de recommencer. Je dis pas que c'est impossible, je dis que c'est difficile. Je pense qu'il faudrait bâtir une véritable culture, non pas du risque, le gars qui prend des risques, non, une culture de l'entrepreneuriat pour que l'on puisse mettre en place des méthodes pour faire que les gens sérieux, je parle pas des entrepreneurs, des faux, pour que les gens sérieux, s'ils enregistrent un premier échec, puissent se relever et non pas être plombés toute leur vie. Enfin, c'est... Et ça, on n'en parle pas assez, ça. Hein. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on disait, mais j'avais envie de le dire. Ouais. Bah ouais, t'as bien fait parce que, à mon avis, il y a aussi des entrepreneurs qui nous écoutent. Attends. Et c'est vrai que on parle pas beaucoup, finalement, sur les réseaux ou ailleurs, de cette notion de, mais qu'est-ce qui se passe si j'échoue? Ben oui. Et comment je rebondis? Parce que au final, t'es endetté. Et il faut que tu payes tes dettes. C'est ça. Quoi qu'il arrive. Et après, il faut que tu retrouves un travail. Absolument. Et puis alors, vous avez échoué là. Ah bah oui, vous proposez un poste, c'est difficile. Je pense qu'il y a une culture de l'entrepreneuriat à développer en France. Moi, c'est un sujet qui me passionne, ça. Et je pense qu'il y a des choses à faire qui ne devraient pas être trop difficiles à mettre en place, mais il y a des mentalités à faire évoluer. Tout à fait. Après, il ne s'agit pas non plus de se dire entrepreneur parce que le lundi matin, tu as décidé que tu avais ras-le-bol de ton manager, tu pouvais plus le voir. Bon, il me fatigue. Moi, lundi, je suis entrepreneur. Oui, on est d'accord. Non, lundi entrepreneur, être entrepreneur, c'est pas un métier, c'est une vocation. Ah, c'est intéressant. Ok. Tu peux nous en dire un peu plus? Bah oui. Je vais pas décider d'être entrepreneur comme ça juste pour échapper à ma condition ou parce que je suis salarié et que ça me plaît pas. Il y en a plein qui font ça, je le sais. Mais il faut pas que ce soit un échappatoire. Tu vois, le fait de se dire bon allez, hop. Je change de circuit parce que ça me plaît pas. Un entrepreneur, il faut bien faire le tour de la fonction, là aussi, comme pour les managers, ce que ça veut dire, ce que ça nécessite, l'engagement qui va être le tien, le plaisir aussi qui peut être le tien. On est toujours dans l'effort, tout ça. Il faut aussi parler du plaisir d'entreprendre, créer des solutions pour son client. Tout à fait. D'accord. De créer, d'innover, de bâtir des équipes, c'est aussi le pied quand on y arrive. Ouais, c'est clair. Voilà. La phrase que j'ai prononcée tout à l'heure, c'était simplement pour dire qu'en France, on pourrait peut-être se pencher pour améliorer un peu l'entrepreneuriat au sens du devenir des entrepreneurs. Par exemple, quand ils réussissent très bien, mais surtout quand ils échouent, qu'ils ne soient pas plombés toute leur vie. Bien sûr. Voilà. Ouais, c'est clair. Voilà. J'avais envie de dire ça. J'aurais pu chanter. Mais... T'as bien fait. Je crois que ça c'était mieux quand même. Merci. C'est agréable. On se sent soutenu. Pour le chant, on le fera après. Ça. D'accord. Il y a une partie qui est prévue pour ça. Ça marche. Voilà, c'est ça. Ça marche. Et pour ensuite avancer peut-être un peu dans l'histoire, mais à mon avis, ça va être cohérent avec ce qu'on venait de partager, c'est qu'au final, maintenant, tu es entrepreneur, mais pour toi, seul. J'imagine que ça y est, t'as plus d'équipe. Non. En tant que conférencier, t'es vraiment tout seul. Ouais. Qu'est-ce que ça change d'ailleurs, justement Rien, parce que je travaille comme un fou. Ok. Mais j'adore ça. D'accord. Moi, je commence à 5 heures le matin. Ok. Le 5 heures, je fais mes posts LinkedIn. Ok. Voilà, au gré de l'inspiration. Et après, je travaille les conférences. Et puis après, les déplacements. J'ai une personne qui m'aide pour tout ce qui est déplacement, logistique et tout ça. Okay. Après, je fais des vidéos quand j'ai le temps. Je voudrais lancer un podcast sur cette fameuse histoire. Ça va tout de suite faire 1 an et demi que je dis que je vais lancer le podcast. Mais c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'à chaque fois que je suis avec un client au téléphone ou sur une plateforme de visioconférence, je les écoute et j'apprends. Et je passe de l'immobilier à l'automobile, à la pharmacie. Et c'est génial de rencontrer ces gens-là. Et je m'aperçois que finalement ils sont tous faits pareil, en fait. Ouais. Les problèmes de confiance, de sécurité, de motivation, d'engagement, de sens, et ainsi de suite. Tout le monde a les mêmes. Ouais. Que tu vendes des frites ou des médicaments, des appartements ou des automobiles, tout le monde a la même chose. Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi faire? Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Eh bien, si tu arrives à donner des clés et à faire en sorte que les gens qui t'écoutent puissent se lever de manière un petit peu plus péchue le matin, je repars et je suis content. Ouais. Juste content. Et justement, quand tu as commencé en tant que conférencier, comment tu as trouvé tes premiers clients? Est-ce que tu as fait appel à des personnes que tu connaissais d'avant? Est-ce que tu as été les chercher à la force du poignet comme j'imagine que tu pourrais très bien le faire? C'est ça. Et j'ai écrit des livres. J'ai écrit un premier livre, ce fameux Craquer ou pas, l'incroyable histoire vraie. C'était pas une thérapie, c'était simplement pour dire voilà, c'est mon histoire.
Ok. Mais ce qu'elle est, c'est mon histoire. Et puis après, j'ai alimenté des blogs, des choses comme ça. Je savais pas trop quoi faire. J'ai créé une application sur iPhone, mais elle a très bien marché, mais c'était pas ce que je voulais faire vraiment au fond de moi. Et pourtant, j'ai passé 2 ans dessus à faire des trucs de fou furieux, drôles, à la fois drôles, mais qui apportaient quelque chose qui soit inspirant. Enfin bon, bref, voilà. Et puis, mes premiers clients, en fait, j'ai travaillé sur LinkedIn. Ok. Travaillé sur LinkedIn, et puis ce premier livre m'a fait bien qu'auto-édité, parce qu'au départ je ne connaissais absolument personne dans l'édition, D'accord. personne. Mais je suis quelqu'un d'un peu actif, c'est-à-dire je reste pas à me lamenter. J'aime bien Donc, un peu. Voilà, je suis un tout petit peu actif, et donc je reste pas, je connais personne. Bon, mais non. Voilà, donc ce premier livre m'a fait connaître, et puis après je me suis installé sur LinkedIn, et puis j'ai commencé à créer des choses, des posts, et puis après j'ai créé un deuxième livre sur la confiance. Okay. Et puis un beau jour, il y a un premier client qui m'a appelé, c'est un gros client, et puis on s'est parlé comme on se parle avec toi ici, et puis il m'a fait confiance, et je suis intervenu 8 heures de suite chez lui. 8 heures de suite sur une conférence ou une ouais, formation? Une conférence plus des ateliers pratiques derrière. Génial. C'était ma première. Et puis le client était content, alors il en a parlé à d'autres départements dans sa société qui étaient contents aussi, bon voilà. Et puis après, ma visibilité s'est un petit peu accrue, et puis voilà quoi. Et puis tu arrives à en vivre aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Oui, okay. C'est mon métier. Il faut jamais, j'en fais jamais 2 pareils par contre. Ah, tu vois, pour moi c'est intéressant en tant amateur conférencier que je suis. Non. C'est intéressant d'avoir ça. Mes conférences, elles sont évidemment, il y a une même histoire. Je vais pas réinventer l'histoire là. J'ai pas réinventé l'histoire. L'histoire, elle est là, elle existe. Il y a parfois des choses que j'ai prévu de dire dans la conférence que j'oublie de dire parce qu'il y a une autre anecdote qui me vient sur le moment, comme avec toi tout à l'heure. Ouais. Bon, ça c'est ce qu'on appelle le vécu, si tu veux. Donc elle est très structurée, mais j'aime beaucoup interagir avec les gens. Leur poser des questions, les entendre réagir, j'aime qu'ils m'interpellent, rebondir au quart de tour. Et dans un schéma très structuré sur les conférences, ce qui est fantastique, c'est de faire rire, réfléchir et décider. Pour que chaque personne qui est dans la salle ressorte en se disant « ça, ce truc-là, c'est pour moi. Voilà ce que je vais faire. » Et donc ces conférences, je prends un plaisir fou à les faire. Ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Quand j'ai le temps, oui. Parce qu'on dit toujours avec le client, bon alors 1 heure plus un petit peu d'échange avec la salle. Mais en fait, comme ils réagissent les gens et que j'aime ça, ça dure un peu plus. Et à la fin, on s'en fout, ça dure 1 heure et demie, mais tant pis, les petits fours attendront. Sûr. C'est pas grave, ou le cocktail attendra parce que il en ressort quelque chose, je crois. Semble-t-il. Est-ce que tu as des commentaires à la fin d'une conférence que tu as pu réaliser? Est-ce que c'est des commentaires qui t'ont marqué? Il y en a. Surpris. Alors, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je demande des commentaires en vidéo à mes clients, en leur disant, je ne vous dis pas un mot. Vous dites ce que vous avez envie de dire. Vous avez aimé, vous n'avez pas aimé. Je te dis des choses comme elles sont. À date, j'ai 100% de clients ravis. C'est eux qui font ça. Je les publie dans une playlist sur YouTube. Il y a tous les avis clients. Et un des plus beaux avis clients que j'ai jamais entendu, c'est un homme de 82 ans qui m'a dit « Vous m'avez donné envie de recommencer mon business. » Waouh. Et de rouvrir mon entreprise. 82 ans. C'était à 10 000 km d'ici, à La Réunion. Extraordinaire. Incroyable. Ouais. Alors, est-ce qu'il l'a rouverte? J'en sais rien. Je ne sais pas. Ce moment-là, c'était une de mes premières en plus. J'étais moins expérimenté que maintenant. Maintenant, j'ai un tout petit peu de bouteille. À l'époque, dans les premières conférences, tu parles devant 300, 400, 500 personnes. C'est pas simple. Mais j'aime ça. J'aime ça. Et ce jour-là, ils étaient 300, je crois, ou 400, je sais plus. Et à la fin, il est venu me voir, je m'en rappellerai toujours. C'était à La Réunion. C'était un endroit magnifique, mais venteux, etc. Il m'a dit, vous m'avez donné envie de recommencer mon entreprise. J'ai dit, d'accord, super, écoutez, vous m'envoyez ravi. Et il me dit, j'ai 80 ou 82 ans. Waouh. Ça, c'est un des plus beaux témoignages que je puisse avoir. Et ça m'émeut à chaque fois. Je suis pas resté en contact avec ce monsieur, mais si on te dit ça, peut-être que tu n'as pas été totalement inutile. C'est ce sentiment d'utilité qui t'a touché, tu crois? Moi, je te dis, aider les gens à traverser, pas forcément des périodes où ça va mal. Il y a aussi des gens qui vont très bien, mais ça les booste quand même. Tu vois, je suis pas dans le truc de crise. Ouais. Mais transmettre, aider les gens,
voir qui t'écoutent comme ça, qui rient, qui viennent te voir après, qui arrivent avec les bouquins. J'en écris 5 des bouquins. Souvent, il y en a qui arrivent avec des stabilotés, tu vois, et te disent, moi, je fais ça. Et d'ailleurs, je voulais vous poser une question, etc., etc. Génial. Mais écoute, la vie, aujourd'hui, me comble. Ok. Elle était un tout petit peu rude avec moi. Elle avait très, très bien démarré. Après, pendant 30 ans, c'était un tout petit peu chaud. Et puis maintenant, elle me comble. Et merci la vie. C'est beau. Merci Jean-Luc. Peut-être ce qui peut être intéressant pour moi, c'est quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la conférence? Allez vous coucher. Ok. Laissez tomber. Une fois que vous avez bien dormi, levez-vous. Levez-vous. Parce que tu veux faire de la conférence, c'est pour ça? J'en fais déjà. T'en fais déjà? Mais pas à ton niveau. Ok. Alors, dans ce cas, assurez-vous de ne pas raconter ce que tout le monde raconte. Ok. Côté disruptif. Il faut absolument apporter quelque chose qui soit pensé autrement. C'est-à-dire, bien sûr, on va pas refaire le monde. L'amour, on en a peu vu sous toutes les coutures, la guerre, les affaires, le business, on a vu tout ça déjà 1000 fois. Mais mettez de vous-même dans cette conférence, sans aller copier les autres. J'insiste, sans aller copier les autres. T'as déjà eu le cas? Un ange passe. Ok, j'ai compris. Sans aller copier les autres. J'insiste. Racontez une histoire qui soit vraie, pas une histoire inventée, et parlez avec vos tripes. Ensuite, vous structurez votre conférence, et après, vous répétez. Vous répétez. Vous répétez, et n'oubliez pas de répéter. Parce qu'il faut vraiment que ce soit maîtrisé. Il faut que ce soit maîtrisé. Et après, bon, évidemment, c'est la bouteille qui vient. Enfin, la bouteille, c'est une expression, hein, c'est une image. Hein, c'est après, vous avez la bouteille qui vient. Vous avez plus d'expérience, mais ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi les gens qui se lèvent de la salle sont pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas contents de se lever quand la conférence est finie? Mais parce qu'ils voudraient que ça continue encore. Ok. Et s'ils voudraient que ça continue encore, c'est peut-être que vous leur avez apporté un petit quelque chose. L'idée de la conférence, c'est de faire bouger les lignes, de faire réfléchir, de faire rire, de faire décider. Tout ça, c'est une alchimie, cette espèce de cocktail qui fait que si on met tout ça ensemble, les gens se lèvent et se disent « Waouh !» Et ce que j'aime, je veux concéder une toute petite vanité, mais vraiment bien modeste quand même, c'est que quand tu as 500 personnes qui sont dans la salle, après tu as un cocktail, même moins que ça d'ailleurs, tu as un cocktail, etc. Tu repasses comme ça, et quand tu passes à côté des gens, ils te regardent. Et tu dis « Merci, merci beaucoup. » Merci beaucoup. Et où il te pose une question, il te regarde comme s'il voyait Jésus ou un martien. J'exagère, mais enfin c'est l'idée. Tu passes à côté, tu sais, t'as plein de monde partout, le cocktail, il y a un bruit pas possible, etc. Et tu passes à côté de quelqu'un, il te regarde. Oh, merci beaucoup, merci. C'était très bien. C'était super. Ça, c'est ma récompense. Ok. Et franchement, ça, j'espère faire la conférence jusqu'à 100 ans. Après, on verra. De toute façon, t'as l'énergie là. Je sais sens. Pas, mais là, t'es en pleine forme. Ça va. Et en plus, comme tu l'as dit, ça te comble. Mais ça me comble. C'est un plaisir. Et je crois que c'est une énergie qui circule dans le bon sens. C'est un plaisir parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à faire pour aider les gens, mais en sortant un peu des sentiers battus, en évitant. Bien sûr, il faut être positif. Je vois souvent soyez positif. Bien sûr, il faut être positif. C'est une évidence. Si ton fils pense qu'il n'aura pas le bac, il y a peu de chances qu'il ait encore en France, faut le demander. C'est une option. Enfin bon, admettons, il faut mieux, oui. Je suis pas un bon exemple parce qu'il faut vraiment le demander en France. C'est une option. Mais si tu veux, il faut mieux être positif pour croire que ça va fonctionner. Mais si on en était resté dans notre entreprise en disant ça va marcher, etc., on revient au début de l'entretien. Tout à fait. Ça suffit pas. Donc, je crois que le conférencier a un rôle de transmission, et pour ça il faut qu'il ait un petit peu de bouteille et encore une fois de l'humilité, parce qu'on n'a rien inventé, on n'a pas inventé le monde, hein, et même Elon Musk n'a pas raison partout, hein, il y a bien des endroits où il n'a pas raison, c'est clair. Et c'est Elon Musk, tu vois ce que je veux dire, donc il n'y a pas de vérité révélée. La seule chose qui est importante, c'est que chacun, pour moi, tiens, je vais répondre à une question que tu m'as pas donnée, que tu m'as pas posée. Allez, trop bien. Ça te va, ça? Bah, ça me va, mais après, on n'a pas fini l'interview, donc peut-être je te l'aurais posé plus tard, mais vas-y. Du coup, je l'ai oublié. Voilà. Ma définition, en fait, du bonheur. Ouais. Et ça marche pour les entreprises et puis pour la vie. Pour moi, la réussite, le bonheur, disons, le bonheur plutôt,
c'est de faire un pas de plus que ce dont on se pensait capable au départ. Ah, ok. Et pour moi, c'est ça, si tu veux, qui me mène depuis toujours et pour toujours. Il ne s'agit pas d'être le premier du premier du premier. Il y a des gens qui disent, il va être le premier, il va être le premier. C'est bien si vous voulez être le premier, parfait, bravo. Mais le deuxième n'est pas complètement idiot non plus. Oui, c'est clair. Le troisième, peut-être bien. Le dernier du Tour de France, il sait faire du vélo. Hein. Ah. Je pense pas que je puisse le suivre, moi. Non. Il sait faire du vélo, le gars. Ouais. Bon, donc, ce qui compte, c'est pas tant l'objectif qu'on se fixe, que le fait d'avoir avancé soi-même par rapport à ce dont on se croyait capable au départ. Si tu cours le 100 mètres en 20 secondes, tu seras champion de rien du tout, hein, ni champion de France, ni champion de ton quartier. Mais si un jour tu arrives à le courir en 19 secondes, tu seras toujours pas champion de quoi que ce soit, sauf champion de toi-même. Oui. Et pour moi, c'est ça. La règle, s'il y en a une, en management, dans l'entrepreneuriat ou dans la vie, c'est de faire plus que ce qu'on pensait être capable de faire. Plus ne veut pas dire avoir plus de ci ou plus de ça. Ça peut être ça, mais pas que. Ça peut être, disons, aller plus loin que ce dont on se pensait capable au départ. Faire un pas de plus, et si tu en fais 3 de plus, alors là, c'est le nirvana. Le jour où tu pars dans la grande boîte, champagne, et voilà. Magnifique. C'est intéressant parce que ça me fait penser, est-ce que ça t'as pas, parce qu'au final, jusqu'à tes 27 ans, tu avais cette possibilité de monter dans les entreprises. Et au final, de ce que je comprends dans ton histoire, c'est que tu n'as jamais été en CDI, en réalité. Après ces 27 ans-là, tu as plutôt été entrepreneur, en réalité. Oui, et puis en grande précarité aussi. Et en grande précarité. Parce que si l'entreprise s'est cassée la figure, pour moi, c'était fini. Donc, dans une situation finalement d'urgence, de stress, très forte. Phénoménal. Et t'as pas eu un moment où tu te dis, tiens, j'aimerais bien avoir un CDI comme tout le monde, être tranquille Non, jamais. Ah, c'est pas dans mon ADN, ça. Pas dans ton tempérament. Non, je crois pas. Bah, chez Procter, j'avais ça. Mais t'étais jeune à ce moment-là, t'avais 27 ans, ça. Oui, c'est ça, juste après les études. Non. Non, jamais. Non, je suis pas. Parce que justement, pour toi, c'est une vocation d'être entrepreneur. Je crois, oui. J'ai toujours voulu créer des choses. Quand j'ai une nouvelle idée sur la conférence, je crée des trucs, mes visuels et machin. Bah, je suis fou de joie. Enfin, ça va pas révolutionner le monde. Moi, je suis vachement content. Créer une nouvelle idée, créer un nouveau truc comme ça me plaît. Ouais. J'aime ça et le faire et le partager avec des gens qui me disent que c'est bien. Bah, ça me voilà. Non, j'ai pas rêvé d'un CDI. Ok, intéressant. Non. Et je comprends très bien. Excuse-moi, je comprends très bien qu'on puisse rêver d'un CDI. Bien sûr. Et organiser sa vie différemment. Mais pourquoi est-ce qu'on veut toujours mettre les gens dans les cases, que chacun fasse ce qui le fait vibrer? Bien sûr. Celui qui a envie de faire un CDI, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui ont envie d'un CDI, mais aussi de répondre à des préoccupations, de sauvegarde de l'environnement, des choses comme ça. C'est une nouvelle exigence, et bien très bien, tant mieux pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas essayer de mettre des gens dans des cadres, me semble-t-il. Moi, j'aime bien créer, j'aime bien travailler, j'aime beaucoup travailler, j'aime partager avec les gens, et ça jusqu'au bout. Et c'est comme ça. Super. Et est-ce qu'il y aurait un ou plusieurs mentors qui t'auraient inspiré pendant ta carrière, que ce soit quand tu étais dans les études, ou que ce soit après dans ton expérience de 30 ans justement pour la brasserie, ou même que ce soit maintenant en tant que conférencier, ou jamais? Et tu t'es plutôt, justement, comme tu le disais, comparé à ton toi d'hier pour avancer? Je n'ai pas vraiment de mentor. Ok. Non, je n'ai pas vraiment de mentor. Peut-être est-ce une erreur, parce que je considère que la personne qui va te donner des conseils va te donner des conseils à l'aune de ce qu'il a connu lui. Et il se trouve, moi j'ai connu une histoire un peu hors du commun, non pas au sens fabuleux du terme, mais quand même, ça a été un peu différent de ce qu'on peut voir à droite à gauche. Et du coup, je crois que le mentor, j'en ai pas. J'ai peut-être eu un livre qui m'a aidé. Si. Un livre qui m'a aidé au moment où j'en avais bien besoin, c'est le fameux livre de Carnegie, là, Triompher de vos soucis, là, ou Vivez qu'au diable, ou quelque chose comme ça, que j'ai lu et relu longtemps, au moment où justement personne ne m'aidait. Et si tu as des entrepreneurs aussi comme auditeurs, je voudrais leur dire de pas commettre une erreur que j'ai commise, de rester isolé. Moi, je travaillais tellement que j'ai plus le temps de rien. Je travaillais très très fort, et j'aurais dû prendre davantage de temps pour aller voir mes pairs, rencontrer d'autres entrepreneurs dans un autre secteur d'activité qui rencontrent d'autres soucis, pour créer des synergies, pour repartir, parce que il y a des soirs où j'ai eu le moral très bas, craquer ou pas,
le titre de ce fameux livre en 2013, il sort pas de nulle part. Bien sûr. Craquer ou pas, c'était vraiment ça. Donc il y a eu des moments où le moral était vraiment chancelant. J'aurais dû peut-être prendre un peu de temps pour moi et lever la tête du guidon, ne pas être de 5 ou 6 heures du matin jusqu'à 23 heures tous les jours. C'est pas une bonne idée. Tout compte fait. Tout compte fait, ça n'est pas une bonne idée. Il faut savoir... Alors, je suis pas du tout dans les conseils qu'on a actuellement. Prenez 2 heures par jour. Non, je sais pas quoi. C'est quoi? Faites 2 heures de pause tous les. Je sais pas quoi. Laissons les gens vibrer à leur rythme. À leur rythme. Sûr. Voilà. Mais peut-être que sur le long terme, s'entourer davantage. Ça, c'est vrai. Ok. Et peut-être lever la tête du guidon quand on sent vraiment que là, c'est excessif. Ça devient excessif quand on fait des horaires invraisemblables, surtout que ce ne sont pas des horaires en étant assis comme ça, en regardant un défilé de mode. Hein. C'est des horaires un peu tendus parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Bien sûr. Bon, peut-être un peu lever la tête du guidon. Ça, j'aurais dû le faire. Ok. Maintenant, quand je travaille beaucoup, mais j'aime ça, je répète encore une fois, mais maintenant, je m'accorde plus de temps. Ok. J'allais te demander tes sources d'inspiration pour notamment tes conférences, mais j'ai l'impression que c'est finalement beaucoup ton histoire. Il y a Michael Quam qui est une source d'inspiration permanente. Et si, la preuve, c'est que tu es là et j'en suis fort aise. Hein, je t'en remercie. Source d'inspiration à part toi, sur bah justement pour tes conférences, par rapport à la manière dont tu les fais. Est-ce que tu as tout créé tout seul dans ton côté aussi? Ou est-ce que tu t'es un peu inspiré quand même? Parce qu'il y a une différence entre copier et inspirer. C'est pour ça que tu vois, c'est important d'en parler à mon avis. Si on est dans le penser autrement, je vais te dire que je suis fidèle à ce penser autrement. Je ne regarde pas ce que font mes concurrents. C'est pas du tout de la désinvolture de ma part. C'est parce que je veux rester pur entre guillemets par rapport à ce que j'ai connu et ce qui fonctionne à 100% des cas avec les clients. J'ai compris. Je n'ai pas envie de voir ce que fait un tel ou un tel. Non pas que je n'aime pas ça, pas du tout. Mais c'est simplement par protection presque, j'ai l'impression. Une espèce de noblesse surtout, une noblesse de l'argumentation. Non pas que je prétende, je l'ai dit plusieurs fois, détenir la vérité, en aucun cas. Mais simplement, je n'ai pas envie de m'inspirer de ce que font les autres parce que je considère que chacun a le droit à la parole et que chacun a son chemin. Il y a différents types de conférenciers. Tu as des conférenciers qui sont plus des formateurs. Tu as des conférenciers qui vont parler à la virgule près, à la ligne près, qui vont faire des conférences formidables. Il y en a d'autres qui vont au contraire structurer leurs conférences et interagir avec le public. Enfin, je veux dire, tu as différents types. Que tout le monde vive, que tout le monde apporte, que tout le monde crée de la valeur. Moi, je n'envie jamais la concurrence. Parce que le succès de la concurrence n'empêche pas de travailler à ton succès à toi. Bien sûr. Bon, donc quelqu'un qui m'inspirerait dans l'optimisme ou la motivation, je respecte absolument tout le monde, mais je préfère rester dans mon couloir sur ce que j'ai connu parce qu'on voit que c'est vrai, c'est authentique, voilà, et ça me suffit. Ouais, je comprends. Et surtout, je pense que les auditoires sont contents. Oui, j'ai l'impression 100% des clients, c'est ça? Voilà. Félicitations. Alors, attention, je touche du bois. J'aime pas cette expression. Je touche du bois. Non, et je veille à ce que ça dure. Hein. Attention, je me moque pas de mes clients. Quand il y a une conférence qui doit être assurée, j'arrive longtemps à l'avance. Je m'immerge dans la convention 2 heures, 3 heures, 4 heures avant. Je reste après. Ah oui. Je suis avec mon client. Okay. Je n'arrive pas, je fais mon show, salut, je prends mon chèque et je m'en vais. Non, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Je veux savoir quelle est l'histoire de l'entreprise, quels sont les objectifs 2025 ou 26, qu'est-ce qui se passe, ce que disent les gens, je veux rencontrer des gens. J'aime ça, ce qui me permet aussi de rebondir, tiens, comme on disait ce matin, sur votre objectif, comme vous disiez monsieur, comme vous disiez madame, ça donne un côté vivant à la conférence. J'apprends plein de choses sur plein de domaines d'activité et peut-être que la restitution faite aux auditoires s'en ressent. Ce qui est fort dans ce que tu fais, c'est la synchronisation, en fait, par rapport à ce que tu viens de m'exprimer, vis-à-vis de l'environnement dans lequel tu vas intervenir, puisque en fait, peu importe si c'est de la pharmacie, l'immobilier, puisque tu es là avant et que tu t'immerges de ce qui se dit, c'est plus facile de rebondir. Là, j'en ai une à Lyon là dans 2 jours, 3 jours. J'arrive la veille au soir. Et dès le matin, hop, je participe aux travaux des équipes. Ça me plaît. Excellent. J'aime ça.
Et le client le veut. Il sait très bien que c'est confidentiel. Je dirais pas un mot. Ça va de soi. On est entre pros. Je participe aux travaux. J'écoute. Après, et après la conférence, après c'est à moi. Je délivre mon message. Et puis après, on va manger des petits fours. Et on passe un bon moment. Ah oui. C'est quand même le but. Ouais, c'est le but. Oui, parce qu'il y a souvent des conférences, tu vois, la plupart du temps, les conférences, c'est d'ailleurs fait pour passer un bon moment lors d'une convention ou d'un séminaire qui dure 2-3 jours. Donc, on fait venir un conférencier. Bon, si ce conférencier remue un peu l'auditoire et si l'auditoire repart avec une banane comme ça, ben, je pense que c'est gagné. Ok, chouette. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée, autre que celle que oui. de tout à l'heure? Quand est-ce qu'on mange? Bon, on va y aller là. On va y aller parce que là, on parle, mais alors on va y aller. Bah, attends, je regarde juste le timing. Non, mais écoute, je pense qu'on est bon. Tu as été super bon. On est super bon, surtout parfait. Toi. Bon, non, très bien. Tous les deux. Très bien. Non, mais écoute, non, pas de questions. Simplement, merci de m'avoir accueilli, d'avoir eu cette conversation à bâton rompu qui n'est pas préparée. Et c'est comme ça qu'on peut se livrer un petit peu. Merci pour ton invitation. Vraiment, j'apprécie beaucoup. J'ai passé un super moment avec toi, Jean-Luc. Merci beaucoup, Michael. Merci.